Salut Guillaume, je suis content de te rencontrer. Aussi, Tu as un profil hyper intéressant pour nos apprenants parce qu'en fait, tu es CGP. Alors là, on va s'adresser beaucoup à des courtiers en prêt immobilier, Mm. à des assureurs, parfois des agents immobiliers. Et en fait, quand on prend le CGP, c'est une sorte de pierre angulaire parce que les courtiers en prêt immobilier, ils ont des apporteurs, c'est souvent les bulles de vente, souvent c'est les agences immobilières, mais on oublie qu'il y a les CGP et vous avez des profils de clients qui sont très différents que le courtier traditionnel. Il y en a d'autres qu'on a déjà d'ailleurs interviewés. Mhm. Et je trouvais ça très intéressant d'inviter un CGP, quelqu'un qui représente la profession, qui est capable d'expliquer ce qu'il fait dans son quotidien, de transmettre un petit peu comment fonctionne une acquisition peut-être dans le neuf ou dans l'ancien, parce que tu as affaire à tu fais régulièrement des financements pour tes clients, ça fait partie aussi de l'optimisation patrimoniale. Des fois, on défiscalise aussi avec le crédit et avec certaines lois de défiscalisation. Donc je trouvais ça franchement hyper intéressant de t'inviter. Merci. Surtout que tu as un profil très particulier et tu es jeune aussi. Donc tu vas être capable aussi de transmettre un petit peu de motivation à cette génération qui est beaucoup, qui passe beaucoup sur nos vidéos, qui écoute beaucoup nos contenus. Donc, et ça va leur permettre de comprendre qui est le CGP pour aller peut-être le prospecter, pour aller dealer Mhm. avec lui et voilà, pour se développer, etc. Donc voilà, je suis ravi de t'avoir. Je vais Plaisir peut-être faire. partagé, je te remercie. Merci. Du coup, je vais te laisser peut-être te présenter Ouais. pour que tout le monde te découvre et que voilà, moi je te connais déjà maintenant. Donc Ah bah, à toi. écoute, Guillaume, Guillaume Olmy, j'ai 29 ans, je suis papa d'un petit garçon qui va avoir 3 ans là, dans quelques semaines. Et comme tu le sais, moi, j'ai monté maintenant mon cabinet en gestion de patrimoine il y a 4 ans, donc en avril 2019. Et j'ai démarré au sein d'un réseau en étant mandataire au départ. Et puis les choses se faisant, en avançant un peu dans la vie et dans le développement de ce cabinet-là, en 2021, j'ai décidé de voler un peu de mes propres ailes, donc sortir de ce réseau-là pour me lancer totalement, je dirais, solo sur ce secteur-là. Et, euh, et ce qui me permet aujourd'hui voilà, d'être totalement indépendant à mon compte et de pouvoir accompagner mes clients sur diverses stratégies patrimoniales qu'on pourrait rencontrer sur la place aujourd'hui et de pouvoir répondre un peu aux besoins de chacun en fonction d'une panoplie finalement d'armes qu'on a beaucoup. Et le crédit, notamment l'effet de levier de l'emprunt bancaire, est un super atout pour développer du patrimoine. Ok, intéressant. Et ce que j'ai trouvé d'autant plus intéressant quand on a préparé un petit peu cet entretien, euh, c'est que finalement, tu n'as pas eu de formation CGP Non. à l'origine. Ce qui m'intéresse de comprendre, c'est vraiment de toucher du doigt comment tu as fait dans ton parcours scolaire pour te détacher de ce qui était prévu à la base et comment tu as fini finalement CGP, quoi. Ok. Ah, Le process, c'est ça c'est qui est très drôle. intéressant. Alors, en fait, tout a démarré, moi, à l'époque, j'ai fait un bac S. J'ai un profil plutôt scientifique et mes parents avaient plutôt envie qu'on fasse euh, des études longues pour se dire, ah, là, si tu veux, aujourd'hui, tu veux bien gagner ta vie, il faut faire un travail, faire des études, etc. Donc, j'ai fait un bac S, j'ai fait de la bio, je fais 2 ans de DUT en génie bio, option génie de l'environnement. Et pour être très honnête, j'étais pas bon. J'étais pas très bon, ça me plaisait pas. Donc, forcément, le résultat était pas bon. Et en fait, quand je suis sorti de ce DUT-là, j'ai dû faire un stage en fait pour valider un peu le cursus DUT et je me suis retrouvé dans une boîte qui faisait du recyclage de déchets chimiques. Et ce qui est hyper drôle, et c'est là que démarre un peu toute l'histoire finalement de ce que je suis devenu, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer un mentor qui m'a accompagné un peu par hasard, parce qu'en fait, je devais rentrer dans cette boîte-là pour optimiser les filières de retraitement des déchets. Et au final, je me suis retrouvé à tourner avec lui en fait en clientèle. Et c'est durant ce stage-là que j'ai eu un peu cette espèce de déclic de vie sur un profil plus commercial où je suis sorti un peu, j'étais très timide, introverti, centré sur, voilà, je fais pas trop de bruit, j'avais du mal à m'exprimer en public, etc. Et avec cette personne-là, j'ai pu m'émanciper et aller chercher un profil plus commercial, plus ouvert à l'écoute et avec un peu plus de motivation, d'envie, de niaque à faire bouger les choses. Et en fait, ce mentor-là m'a dit à la fin du stage, écoute, là, vu les chiffres qu'on fait, moi, j'aimerais bien que tu fasses cette école, c'est une école de commerce, en alternance, tu vas passer 3 semaines chez moi, une semaine à l'école. Et c'est comme ça que je suis rentré en fait dans un bachelor responsable de développement commercial. Et à l'inverse du DUT où j'étais mauvais,
Là, j'ai fini major de promo et c'est là, on peut dire un peu le parcours a démarré. C'est-à-dire que j'ai vraiment développé une compétence commerciale de vente pour finalement savoir découvrir un besoin client et pouvoir vendre un produit quel qu'il soit. Et au fur et à mesure, en fait, de mon parcours pro, j'étais embauché dans différentes sociétés. J'étais ingénieur commercial pour un grand groupe allemand et j'avais des revenus plutôt intéressants, ce qui m'a permis de faire mon premier investissement dans l'immobilier à l'époque en 2016. Donc, je fais une première opération et ça m'a un peu mis le pied à l'étrier dans comment est-ce qu'on peut développer son patrimoine de manière un peu autodidacte en fait tout seul, mais j'étais aussi beaucoup aidé par mon père qui m'a poussé, fait de l'immobilier, achète, à un premier salaire, c'est le moment, vas-y, il faut emprunter. Les taux étaient bas à l'époque. Et donc on s'est lancé là-dedans. J'ai fait ma première opération en 2016. Et puis les choses ont continué à avancer, le parcours un peu, je commençais un petit peu à tourner en rond dans mon job de salarié et j'ai cherché à faire autre chose. Et c'est comme ça que je suis tombé un peu sur la partie réseau et mandataire dans un réseau, donc en gestion de patrimoine. Et on peut rentrer un peu, je dirais un peu comme ça, puisque c'est un réseau où il nous amène le cadre avec les formations. Et en fait, j'ai fait les formations réglementaires qui permettent d'avoir une délégation de carte T et une délégation sur un mandat de courtier en assurance. Et ce qui m'a permis en fait de commencer en même temps que mon activité commerciale, donc de 2019 à 2020, de faire de l'immobilier. Et j'ai en même temps acheté encore une opération immobilière à côté. J'ai acheté 2 apparts et un local commercial. Et j'ai encore mis un pied là-dedans. Et c'est un peu de cette manière-là, autodidacte, en fait, en faisant pour moi que ça m'a permis un peu de rentrer dans ce métier-là. Donc les gens me posaient un peu les questions. Comment tu as fait? Qu'est-ce que ça donne? L'expérience que j'avais déjà sur la première opération. Et c'est ce qui m'a amené un peu, sans forcément être une référence, mais d'être connu pour ça autour de moi dans mon réseau. Et les gens commençaient à venir, tiens, comment tu as fait? Est-ce que tu pourrais me montrer? Moi, j'aimerais bien aussi faire. Là, ma situation, c'est ça, etc. Et c'est comme ça que j'ai rapidement développé l'activité en tant que mandataire. Ça venait, les affaires venaient et ça m'a permis de développer du chiffre et rapidement d'arrêter mon salariat et de me lancer là-dedans. Donc, c'est à la fois un côté commercial fort développé grâce à un mentor, à la fois une passion un peu pour l'IMO, ce côté un peu autodidacte, je me forme moi-même, et puis une formation réglementaire au départ, accompagnée, structurée dans le cadre d'un réseau qui m'a permis de construire un peu toute cette pyramide, finalement brique après brique en fait, pour réussir à être pertinent dans l'approche. Quand tu dis dans ton profil, tu m'as dit que tu as ton père qui t'a poussé vers l'immobilier. Ouais. Ton père, il a une culture de l'IMO ou pas du tout? Mon père n'a pas une culture de l'IMO. Mon père, il m'a pris par la main, il m'a dit viens, on va au salon de l'immobilier et on ne sort pas du salon tant que tu n'as pas acheté. Ok, ça s'est fait comme ça. C'est simple. Il m'a dit Il je vais te n'a pas de filer, patrimoine, il n'a pas 2-3 immeubles qui traînent, non. Non, il avait un peu de patrimoine IMO, une résidence, peut-être un appart par-ci, mais sans enfin, il n'a pas développé le truc, quoi. Ouais, il n'a pas un gros Il truc. t'a Il m'a poussé dit dans le voilà, truc. je vais te donner tant, X mille euros, et ça te servira d'apport, et on ne sort pas du salon tant que tu n'es pas acheté. Donc on a fait le stand du Crédit Agricole, je me rappelle bien, et on a fait quelques promoteurs, et je suis sorti du salon en ayant signé un contrat de résa pour une opération. Et t'es passé par un courtier ou par ta banque? Je suis passé par la banque. Tu es passé par ta banque. Je suis passé par la banque. C'est pas bon ça, passer par les courtiers. Ok. Ouais, parce que je ne connaissais pas encore le métier. Ah, je savais que si j'avais pu passer par un courtier, je pense que j'aurais fait. Clairement. Ok. Ah voilà, ça c'est bon rebond. Ok, super. Et pour revenir justement par rapport à ce mentor, c'est hyper important parce que dans les entreprises aujourd'hui, on a beaucoup les commerciaux, on les connaît. Ils démarrent. On avait parlé un peu la dernière fois, on va en discuter, je pense qu'il y a un petit peu de résilience. C'est parfois pas facile de démarrer. Et une formation théorique, c'est bien, mais c'est vrai que la pratique, c'est toujours ce qui vient consolider les compétences commerciales de la personne. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans comment le mentor t'a décliqué? Est-ce que c'est devenu un ami? Est-ce que il y avait combien d'âge? C'était qui? Il était plus vieux que toi, plus jeune? Vous étiez dans la même ambiance, dans le même état d'esprit? Tu t'es identifié vers lui peut-être? Ouais, alors en fait, il s'appelait Vincent et il avait travaillé dans la banque, quelques années auparavant. Et en fait, on a une bonne quelques années d'écart quand même. Je pense qu'il y a bien une bonne vingtaine d'années d'écart. Mais en fait, c'est quelqu'un qui avait lancé sa boîte il y a quelques années et qui a un vrai profil commercial. Enfin, c'est vraiment un vendeur, un bon vendeur comme on connaît, quelqu'un qui sait prospecter un client, qui sait démarcher au téléphone, qui n'a pas peur d'aller voir, qui sait parler, qui sait répondre, qui sait écouter, enfin, qui sait prendre le temps vraiment pour tenir la vente correctement.
Et en fait, moi, c'est ça que j'ai appris à faire. C'est ce que j'ai appris à faire, c'est d'aller dans le terrain, c'est taper dans le dur, c'est faire du porte-à-porte au départ, c'est de faire du phoning au téléphone. Et moi, je sortais, il faut se remettre dans le contexte, hein, je sortais de mes paillasses en carrelage à mélanger des produits chimiques les uns avec les autres. Et le lendemain, il fallait que je mette une chemise, je prenne une voiture, un ordinateur, un téléphone et que j'appelle et que je dis coucou, est-ce que vous voulez acheter le produit que j'ai à vous vendre? Et c'est vrai que lui, il m'a appris toutes ces choses-là. Il y avait la partie théorique, il y avait la partie terrain, et puis il y avait aussi cette partie plus émotionnelle, plus inconsciente, où en fait, je passais ma journée de 8h à 23h, j'étais avec lui. Ouais. Pour moi, c'était une vraie révélation. Enfin, j'ai passé 3 mois de dingo. On 3 faisait mois des plus d'alternance, soirées, tu m'as dit. etc. 3 mois, c'était le stage, ouais. C'est Ouais, là et où après, vraiment t'as fait ça fait. Et l'alternance. après l'alternance, Ouais. un an chez lui. Et ça, c'est une période hyper intensive. Mais Mhm. aujourd'hui, grâce à lui et grâce à cette période-là, je pense que je suis ce que je suis aujourd'hui parce que on a mis les Ouais, il t'a bouchées fait doubles gagner à ce 10 ans. moment-là. Il Ouais. m'a apporté des éléments et je le vois encore aujourd'hui. On fait des opérations ensemble, on fait des deals ensemble, on travaille, on mangeait pas plus tard que cette semaine au resto ensemble. Et je gardais un vrai lien avec lui et on se partage encore maintenant nos chemins d'évolution, chemins de vie. Donc c'est un vrai cheminement et je lui dois Mhm. clairement ce virage-là, quoi. Finalement, il t'a donné goût à la vente au commerce. C'est Ouais. vrai que les banquiers, parfois, on en a parlé dans un autre interview, euh, ils sont très formatés à la vente. Ils ont des formations qui sont très structurées. Et souvent, les banquiers sont très disciplinés. Mm. Donc, ils se conforment aux formations. Là, en l'occurrence, toi, donc, j'imagine que te- ton DUT de biologie, tu n'as pas beaucoup appris à vendre. Non, C'est-à-dire que tu pas n'as pas du eu tout du même. tout de notion. Non, que dalle. Là, quand tu as démarré avec lui, tu t'es inspiré de lui et tu l'as imité et tu as appris à vendre? Ou est-ce que il y a eu officiellement des formations en interne? Est-ce qu'il a passé du temps à t'expliquer? Ou est-ce que c'est vraiment par mimétisme que tu as réussi à apprendre à vendre? Je pense que c'est un un C'est vrai un mix mix des de deux. tout ça. Ouais, c'est un mix de tout. Il y avait la formation théorique à l'école Ouais, parce que t'as fait ouais, parce que après, sur après ton stage, l'alternance tu en as fait fait. l'alternance. Ouais. Mhm. Mais en fait, les 3 premiers On mois n'apprend pas à avant de vendre faire dans un bachelor. On n'apprend pas vraiment à vendre. non, on T'as pas beaucoup de jeux de apprend. rôle, t'as pas Non, beaucoup de. Ouais, non, non, t'apprends non. la théorie, les négociations, le son casse, le C'est biaison, ça, et trucs comme ça. exactement, c'est ça. Mais t'apprends pas à pratiquer. Tu apprends négociation simple, négociation complexe, tu fais des jeux de rôle, mais c'est léger en fait. Le vrai apprentissage, il est face à un client sur le C'est ça, terrain, c'est dans ça. la vraie vie, où le client il t'explique, bah écoute là, j'ai pas le temps, ton produit Ouais. ça m'intéresse pas, et comment tu rebondis. Et lui, c'est ça qui m'a appris. Il m'a expliqué, une porte qui est fermée, bah va chercher la fenêtre et passe par la Mhm. fenêtre. Et il t'a appris à passer par la fenêtre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comment tu vas passer par là? Je pense à une anecdote qui est très drôle, qui me raconte souvent, c'est que on vendait en fait des bacs de collecte pour recycler les déchets, donc directement au poste de travail dans les usines. Et puis le client, il dit, mais bon, moi, votre produit, ça m'intéresse pas trop. Finalement, ces éléments-là, je les ai pas. Et ce qui m'explique, hein, je me rappelle plus trop moi de cette situation-là. Et lui me dit, bah écoute, en fait, derrière, tu lui as posé une question, mais est-ce que, monsieur, vous voulez une grosse ou une petite boîte? Et, euh, Mhm. et l'interlocuteur il répond, bah, la grosse, je ne saurais pas où la mettre, je vais prendre la petite. Et on a fini par signer le bon de commande sur la petite, alors Mhm. que quelques minutes avant, il expliquait qu'il n'en voulait pas. Et en fait, le commerce, c'est ça, c'est cette espèce de subtilité de l'art à poser les bonnes questions, à aller chercher quand même, à rentrer Ouais. malgré tout, mais en prenant en considération le besoin client Mhm. et en répondant quand même à quelque chose de pertinent, parce que sinon, ça ne tient pas dans le temps, vendre pour vendre, ça n'a pas de sens. Ouais. Je pense que c'est important d'être quand même propre là-dessus. C'est là on dit qu'il faut toujours Et laisser un faire les choix à un choses client parce qu'en lui laissant le choix, qui se portent. il va choisir un choix. C'est psychologique. C'est ça. Donc, Ok. Et du coup, si tu décris peut-être, alors je me remets dans ton stage. Tu débarques en stage, tu passes du temps avec. premier jour, j'arrive en t-shirt. Ah ouais. Il me renvoie à la maison, va mettre une chemise. Donc, je refais un Direct. aller-retour. Je vais en bus. À Ouais. l'époque, j'avais pas de voiture. C'est fort ce que tu dis parce que tu sais qu'il y a beaucoup de. Aujourd'hui, il y a une génération qui attend. La jeune génération, c'est des choses qu'ils ont du mal à palper parce qu'il n'y a pas eu cette éducation-là. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point les codes dans certains métiers fonctionnent, et même plus que les codes, quand tu endosses un costume, quand tu es jeune, ça te donne une confiance en Ouais. toi, surtout quand c'est la première fois que tu t'habilles comme ça. Et à un moment donné, il faut bien rentrer dans le dur, il faut bien rentrer dans les premiers échanges commerciaux avec les clients, les premiers échanges de prospection. Et c'est vrai que d'avoir un bon costume, d'être bien coiffé, Ça fait ça fait toute la différence. ouais. Tu as une confiance, tu as une poussée, tu te sens frais alors qu'en fait, tu débarques et que tu as 2 jours d'expérience, quoi. Même encore aujourd'hui, moi, je trouve que il y a des gens qui n'aiment pas s'habiller ou prendre soin de la tenue qu'ils ont, etc. Ouais, Mais
je pense que le matin, quand tu prends le temps justement de faire les choses bien et que tu es en confiance, ou tu vois que tu es bien sapé, aujourd'hui dans le métier qu'on fait, on parle de lever de la dette, parfois c'est centaines, 200, 300, 400, 500, 600 millions d'euros, 600 000 euros, pardon. En face, il faut quand même avoir une tenue, il faut représenter un peu quelque chose, il y a quand même cette image, et puis on en reste en France. Donc je pense que malgré tout, il y a des codes à respecter, et pour aller chercher une certaine typologie de clientèle, je pense qu'il faut être dans ces codes-là. C'est ça, donc tu t'as mis une claque directe. Ouais, tu rentres chez toi, tu une chemise, puis tu reviens après, quoi. Ok, tu termines le lendemain ou l'après-midi? Non, le jour même. Le jour même, je suis rentré, j'ai changé le t-shirt, j'ai mis la chemise et je suis parti. Ok. Il m'a expliqué que la prochaine fois, il faudra que je repasse la chemise, mais ça, c'est un autre débat encore, c'est l'état d'après. C'est ça, doucement, doucement. Du coup, tu as eu tes premières relations commerciales tout de suite. Tu l'as vu en application tout de suite. Première semaine, tu as eu. On partait ensemble, je me rappelle encore un Renault Trafic. Ok. Et on allait ensemble. Les rendez-vous, ils étaient pris ou c'était à l'arrache? Il y avait des commerciaux qui prenaient déjà des rendez-vous, donc soit on faisait les rendez-vous soit j'allais avec le commercial qui prenait le rendez-vous, soit en fait il m'avait fait un bureau, je me rappellerai toujours, une table simple, avec un ordi, j'avais 4 feuilles devant l'ordi, avec les scripts d'objection, le discours d'accroche, et puis la typologie des produits qu'on vendait. Et en fait, il fallait juste suivre le script, et il y avait une base de données à appeler, et c'est ça. j'ai appelé une porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes, 5 portes, 10 portes. Puis au bout d'un moment, j'avais compris comment ça marchait. Et après, je prenais, je pense au bout d'un mois et demi, je prenais 10, 12 rendez-vous par semaine. Ce qui était bien ou... Ouais, pour l'objectif qui était fixé, c'était plutôt bien. 10, 12 rendez-vous prospects, finalement, sur du prospect froid par semaine, ce qui nous occupait quand même une bonne grosse partie de la semaine et ce qui permettait d'aller chercher de la clientèle. Est-ce que ce script, est-ce que tu te l'es approprié et tu l'as adapté après, ou est-ce que tu es resté conforme à ce script pendant tout le stage Je pense qu'en fait, il y a une base, une structure, un fond à respecter. Après, on peut effectivement changer quelques lignes. Et ce que j'ai appris à faire aussi avec le temps, c'est l'adapter en fonction de l'interlocuteur que j'ai en face. C'est ça. Et je pense que la clé, c'est celle-ci. En fait, dans ma question, c'est ça que je voulais. C'est ça que tu voulais chercher. Voilà. On en a parlé dans une autre interview aussi de ça. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de mystère. C'est que dans le commerce, il y a rien qui démarre facilement, il y a rien qui est facile en fait. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point on fait des métiers. Là, on est en train de s'adresser à des gens qui vont nous écouter, ils font des métiers, on se mange des portes tout le temps. Il y a une concurrence, c'est très dur. Mais en fait, il faut comprendre que cette difficulté, c'est des métiers où il y a des potentiels de gagner énormément d'argent, de construire une vie hyper stable. C'est des métiers qui existaient il y a 100 ans, qui existent aujourd'hui, qui existeront dans 100 ans. C'est des métiers qui vont s'inscrire dans le temps. Et il faut accepter que, avec toute la qualité positive de ces métiers-là, le commerce est la base de tout. Et c'est vrai qu'il faut se manger des portes, quoi. Donc les portes que tu t'es mangées, c'est intéressant que tu le dises, parce qu'on n'en a pas parlé la dernière fois, c'est vrai qu'on a préparé l'entretien, on n'a pas trop discuté, mais c'est ça qui sculpte le commerce, c'est ça qui sculpte l'individu. Et moi, j'ai vu des commerciaux galérer pendant 6, 7, 8 mois. Avec une motivation, ils n'ont pas lâché, et par un effort de travail, ils ont réussi à devenir très bons, en fait. Et à prendre le script, l'adapter. Voilà, c'est vrai que c'est très courant de voir un script qui s'adapte. Je dis toujours qu'il faut que la personnalité de la personne, une fois qu'on est autonome, elle se transmette au travers du script. Et finalement, c'est exactement ce que tu as vécu. Et tu penses que tu as été... Du coup, ça t'a pris 3 mois à peu près, moins que 3 mois pour être fluide avec le script? Ouais, non, moins de 3 mois. Moins de 3 mois, ouais, ça a été plutôt quelques semaines, c'était plié. C'est ça. Donc l'important, c'est... Après, il faut pratiquer. Hein. Enfin, je veux dire, faut que tu prennes l'appel. Combien d'appels par jour tu arrives à faire? Je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais pour prendre 12 rendez-vous, tu pars du principe qu'il en faut 10 pour en prendre un. Ouais, c'est ça. Tu es sur 100, 150 d'appels par jour, je pense. Ouais. Enfin, j'ai pas les chiffres en tête comme ça, là, sur le nombre d'appels. Vincent, il a une excellente mémoire. Peut-être si je l'appelle, il pourra me dire. Mais, il va te dire, il est où le costume? La cravate. Tu as repassé la chemise aujourd'hui. C'est ça. Ce que je dis sur cette thématique-là, finalement, d'aller chercher, c'est que je compare ça un peu souvent au sport en disant, quand tu fais des pompes, tu en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tu t'arrêtes à la 10e en disant, coup, j'en ai fait 10, en fait, c'est la 11e, c'est celle que tu arrives à faire qui fait mal. Et le téléphone, le phoning, la prospection, les portes, c'est la même chose. Plus tu prends de non, plus tu t'approches d'un oui. Et en fait, c'est ce oui qu'il faut aller chercher. Et il faut aller chercher le non pour attraper le oui, en fait. Plus tu prends de non, plus tu te rapproches du oui. Et tu fais tes 10 pompes. Et en fait, la 11e, t'en chies, tu vas la chercher, mais tu la prends. C'est ça. Et c'est ça qui t'ouvre en fait la porte après pour développer autre chose.
C'est exactement ça. Mais c'est très fort et en fait, je pense que c'est la clé de la réussite dans le commerce. Hein, de toute façon, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de mystère. Euh, En tout cas, démarrer, prendre le téléphone, croire que ça se passait bien tout de suite, ça se passe jamais comme ça. Non. Et Puis tu es en désillusion quant à ça, je pense. ouais, C'est genre tu prends ton premier coup de fil, on dit non, bah écoutez, j'ai déjà quelqu'un, j'ai pas le temps, c'est pas le ouais, moment. ouais, Voilà, vous avez vu les taux, machin, aujourd'hui, rappelez-moi quand les taux ont baissé. Tu ouais, prends c'est 3, ça. 4, 5, sinon tu viens Ouais, tu d'arriver. commences à y croire à ce qu'il t'a C'est raconté. quoi, ouais. Non, non, c'est important vraiment d'avoir cette conviction que Mm, ça prend du temps et je pense qu'il faut. Le principe entrepreneuriat ou même de la partie commerciale, c'est qu'il faut se mm, dépasser pour aller chercher le résultat, quoi. c'est ça. Et ouais, après, j'imagine, comme tu dis, c'est. Ah oui, là, donc là, ouais, donc tu as eu ton script, tu as eu la formation. Il t'a coaché un petit peu? Ouais, Longtemps, vraiment? ouais, ouais, franchement, le soir, on prenait un petit apéro à 19h un temps après les clients, puis on partait dans les discussions des entrepreneurs, la pyramide de Maslow, tous ces trucs-là, qu'est-ce que tu veux dans la vie, tu vas chercher quoi? Et donc, travailler à la fois sur un aspect pro, mais à la fois sur un aspect perso où tu développes en Mm, fait la personne que tu es. Et je pense que toujours ce parallèle-là, c'est un peu ce que je dis aussi aux étudiants que j'ai, c'est la notion d'hard skills, soft skills. c'est ça. Les hard skills, c'est ce que finalement, dans la partie courtage, bah, tout le monde sait faire, tout le monde a la même compétence technique finalement pour monter une offre de crédit ou pour bien répondre à un besoin. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est cette espèce de talent naturel que tu Ouais. as ou que tu vas développer, que tu vas pouvoir mettre en avant face à quelqu'un, Mm, partie un peu soft skills. Et c'est ça pour moi ce qui déclenche la vente. c'est ça, ouais. Et ça, on le travaillait en fait après ou à côté ou au resto à midi ou des trucs comme ça. Et ça, je pense que c'est une vraie poche qui représente une grosse, grosse partie du travail. Ouais. C'est ça, je trouve, la beauté du commerce, elle est là, je trouve, c'est que quand tu commences à vendre, en fait, tu es confronté à une forme de résilience naturelle. C'est comme tu dis, tu mets ton corps dans un état de stress sur du sport, il va s'adapter, il va se sculpter, le corps va s'adapter très vite, de la même manière que ton script, ton esprit, ta capacité à réfléchir et à parler au même moment et à improviser avec le client. C'est une sorte de muscle qui se construit, en fait, que tu conserves après. Derrière, le corps, il a une capacité de mémoire qui est très forte, que ce soit physique ou intellectuelle. Et ce que je trouve beau dans le commerce, c'est que, surtout dans les métiers qu'on fait, parce que c'est des métiers, c'est des intégrateurs sociaux. Quand tu démarres par la banque, par l'immobilier, il y a plein de personnes qui ont démarré la gestion de patrimoine en vendant du neuf, comme ça, quoi. Donc, ils démarrent donc l'immobilier par l'immobilier neuf, donc c'est beaucoup de compétition, c'est focus, il y a un truc à vendre, c'est pas on va vendre un peu d'assurance vie, on va vendre un peu de. Non, il y a un seul produit à vendre. Et le commercial qui passe par là, même avec peu de compétences, là où je parlais de l'intégration sociale, c'est qu'il sort à l'issue d'une formation, à l'issue d'un process qui a duré des fois 1 an, 2 ans, c'est le métier où des fois il y a un peu de turnover. Il part avec une construction que, à côté, le gars qui sortait peut-être des mêmes écoles et qui est parti dans un métier plutôt administratif ou plutôt ou pas commercial en fait, il va pas développer autant justement ces soft skills. Cette compétence transverse, cette capacité d'empathie, cette capacité de diplomatie, de gérer un conflit. Et finalement, moi j'ai vu les commerciaux qui sont passés par là, même très jeunes, ils ont acquis énormément de maturité. Et c'est ce que je dis souvent aux gens en fait. Le seul capital qui nous reste, c'est pas l'argent à la fin du mois. L'argent, on s'en sert pour passer la vie, pour acheter des appartements, pour construire sa famille. Ce qui nous reste, en fait, il peut y avoir toutes les crises de la Terre. Notre capital, c'est nos compétences. Et c'est la clé de l'histoire. Ouais, L'histoire de l'humanité, elle est basée là-dessus. Et, et ça démarre là, dans ces métiers-là, on est confronté à, à une montée en puissance en fait, de ces compétences-là. Et c'est le commerce qui nous apporte. C'est très fort qu'on le verbalise et qu'on ait ton témoignage là-dessus. Ouais, aujourd'hui, tu as plein de gens qui se revendiquent commerciaux, qui sortent de grandes écoles de commerce ou qui ont des gros postes de commerciaux et qui fondamentalement n'ont pas cette partie soft skills humaine. Et en fait, c'est pas eux qui vont closer les plus gros deals ou ce genre de choses. Ça va se faire dans des strates plus élevées dans les boîtes. Après, on va leur redescendre le taf. Mais il y a vraiment des gens qui n'ont pas cette compétence-là. Et je pense que pour réussir le métier qu'on fait ou la partie courtage ou l'IMO, dès qu'à partir du moment où on a un client, notamment on fait beaucoup du B2C particulier, il y a cette poche humaine et ça c'est genre ultra important pour prendre ça en considération. Je pense même que c'est plus important de répondre correctement aux besoins clients, quitte à faire peut-être une ou deux erreurs dans la partie plutôt technique, mais où l'incidence ne va pas être
dramatique, alors, mais d'avoir vraiment bien répondu à la promesse et à la demande client. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Et en plus, c'est vrai que ce que tu disais aussi juste avant, moi je l'ai un peu vécu, c'est-à-dire que quand j'ai fait une école de commerce, c'était en théorie, hein, c'était responsable commercial. Donc on était censé sortir de l'école de commerce, diriger des fusées atomiques, une 14, équipe. En pratique, on n'a pas du tout appris, quoi. C'est trop théorique. C'est que le, c'est que et je voyais à l'époque, j'ai vu des personnes démarrer comme moi, sans diplôme, sans le bac. Moi, j'avais mes diplômes, j'avais ce qu'il fallait derrière moi pour faire plaisir aux parents. Mais en fait, j'ai vu des gens très dégourdis, mais être vraiment meilleurs que moi, vraiment, vraiment meilleurs que moi. Et c'est vrai que là, tu redescends sur Terre et tu te poses vraiment la question, est-ce que les études, surtout dans ces métiers-là, servent à quelque chose? Et la question se pose vraiment, je comprends qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent la question. Sur ça, j'ai une anecdote qui est chouette, c'est que j'avais un rendez-vous client, encore une fois, dans ce stage-là. Et enfin, c'était pour la partie, c'était à l'alternance après. Et je commence un peu l'entretien de vente, etc., la phase de découverte. Et puis lui, il m'arrête, il me dit, bon, bah là, vous, je vois que vous sortez de l'école, c'est à la question 14 de l'entonnoir de découverte, vous êtes en train de me la faire, quoi. En gros, il m'a dit, bon, bah, t'arrêtes ton truc, viens, on fait le vrai, on travaille vraiment, quoi. Il devait être en train de lui poser des questions, peut-être même sans avoir, tu vois, un lien. Ouais. C'est une espèce de recette qu'il faut bien manipuler avec du tact, avec Ouais, tout ça pour que ça matche bien, quoi. Exact. Ok, mais là on a parlé un petit peu de ta formation et de ton approche vraiment vente. Donc c'est vraiment la compétence, c'est pas la compétence numéro 1 pour finir le mois avec un chiffre d'affaires. Hein. Si tu sais pas closer, si tu peux pas vendre, tu peux pas faire ton métier. On peut travailler par les meilleures compétences techniques du monde. Le jour où il faut commencer à vendre, si on sait pas vendre, ça marche pas. D'ailleurs, on voit des fois des gens qui sont très bons, des entreprises qui sont très fortes, mais qui n'ont pas la force commerciale. On peut être très fort, avoir le meilleur produit de la Terre, si on ne sait pas communiquer dessus et si on ne sait pas le vendre, ça ne fonctionne pas. Maintenant, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu es pile dans le cliché du mec qui est censé avoir le syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, officiellement, tu n'as pas un diplôme de CGP. Non. T'as pas. Bon, t'es parti, t'as découvert le centre d'immobilier avec ton père, t'avais quoi, 24, 25 ans peut-être 23. 23. Bon, tu as fait tes premières opérations, ça tu prends un peu d'avance par rapport au Français moyen qui va acheter peut-être à 30 ou 35 ans. Tu vois tout le parcours. En plus, entre-temps, depuis, ça a beaucoup changé. La réglementation, elle a beaucoup resserré l'approche de l'investissement immobilier. Et, mais sur l'aspect technique, quand on est CGP, pour donner un petit peu de recul, tu vends de l'assurance vie, tu vends de l'immobilier neuf, donc il faut être agile avec les programmes de fiscalisation, il faut être capable de faire des simulations avec les clients. J'avais déjà expliqué que j'avais un master en gestion de patrimoine et que nous, on était formatés en fait pour faire un bilan patrimonial plus ou moins poussé et sortir des solutions d'optimisation, que ce soit au niveau de la prévoyance, de l'immobilier, de la finance ou d'optimiser de la succession. Et après, derrière, on est un peu les médecins généralistes de toute la suite. Mais c'est un métier qui est très large parce que quand on va dire on va commencer à préparer une succession, à un moment donné, on passe la main à un notaire. Il y a une conformité qui doit être vérifiée. Et il y en a qui font des bacs plus 8 pour arriver à ça. Et toi, tu arrives, tu dis tiens, je vais donner un conseil, une expertise à 29 ans. Finalement, comment, je ne vais pas dire de la biologie, on va peut-être zapper cette expérience, mais comment tu es passé de la vente à ton petit tour au salon de l'immobilier où vraiment tu vas découvrir ce métier-là, parce que j'ai compris que tu étais autodidacte, mais là, on n'est plus sur... En plus, tu m'as dit que tu n'étais pas très réseaux sociaux et tout ça, donc tu n'es pas trop attrapé par ce qu'on a sur les réseaux sociaux, l'indépendance financière, le truc, apprendre à faire de l'argent en dormant la nuit. Tu es vraiment autodidacte, donc comment ça s'est formalisé dans ta vie? Est-ce que tu as refait des formations? Comment ça s'est déroulé pour que tu en arrives à cette technique? Je pense que c'est avant tout, en fait, j'avais envie de créer. J'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de construire quelque chose. Donc j'avais envie d'être mon propre patron, ça c'était certain. Je connaissais un peu les compétences que j'avais. Et je pense que ça s'est fait en fait quand les gens sont venus un peu me demander comment j'ai fait. En fait, j'ai eu envie de partager, j'ai envie de rendre un peu ce que ma passion entre guillemets, la chose dans le contexte en fait dans lequel j'avais évolué, j'ai envie de le donner et le partager aux autres en disant écoute, regarde, moi j'ai fait ça, ça marche, je gagne ça. Si toi tu fais ça, tu vas pouvoir gagner ça.
Et je l'ai fait sur un premier pote. Je me rappellerai toujours la première opération. Je faisais du CrossFit à l'époque à la salle de sport et le premier prospect, premier client, c'était un super pote de la salle que j'ai accroché. On discutait après la séance de sport dans le vestiaire. Je lui expliquais que j'étais en train de faire une nouvelle activité dans le réseau. Et en fait, ça s'est créé un peu naturellement par ce que j'avais fait, peut-être une énergie que j'inspirais, où les gens avaient envie de chercher un peu le. Et là, du coup, tu n'as pas pris de commission d'agence, tu n'avais pas de carte T à ce moment-là? Non, 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 bah, je prenais les commissions de mandataires dans le réseau parce que j'avais la délégation de cartes. Ah oui, donc ok. C'était quoi, 40%? Ouais, en plus, c'était à l'époque, c'était marketing de réseau, donc tu devais encore nourrir les lignes en amont, etc. Ouais. Donc les commissions n'étaient pas forcément très, très intéressantes par rapport à ce qu'on peut connaître quand on a une carte T. C'était pas une histoire d'argent puisque j'étais salarié quand j'ai commencé, c'était vraiment un plaisir de faire et d'accompagner les autres dans quelque chose que j'avais fait et de le partager. Est-ce que cette transmission t'a pris goût parce que tu as vécu cette histoire avec ce mentor ou pas? Ouais. Moi, parce que j'ai exactement la même histoire. Moi, c'est un mec qui m'a attrapé, qui m'a mis dans le truc, qui m'a changé la vie. J'ai l'impression qu'en 6 mois, j'ai pris 10 ans dans la tête. C'est ça. Et en fait, j'ai toujours eu un sentiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais que de la formation. En fait, c'est un peu la continuité de transmettre, la transmission. En fait, hein. C'est que ça m'a tellement changé la vie que j'ai une sorte de mécanisme inconscient de vouloir changer la vie des autres en transmettant. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps à transmettre, à former dans le groupe, etc. Et c'est marrant qu'on se retrouve aussi là-dessus. Donc, tu as commencé par là, tu as fait un copain. C'est fait comme ça, une fois, 2 fois, 3 fois, ils en ont parlé entre eux, et puis après, j'ai commencé à professionnaliser la chose. Et après, forcément, j'ai fait des formations réglementaires minimum obligatoires que tout le monde connaît dans l'IMO. C'est 14 heures, c'est 42 heures pour 3 ans, donc ça fait 14 heures à peu près par an. Ouais. Et en fait, en faisant ces formations-là, tu t'intéresses à un truc, tu lis un mot que tu ne comprends pas, donc tu vas taper sur Google, tu vas t'abonner un peu à tous les journaux, les articles de presse spécialisés. Et en fait, tu as l'information qui arrive avec la magie des réseaux sociaux. C'est 42 heures, tu les as fait en présentiel, en distanciel, en présentiel et e-learning. Okay. Beaucoup e-learning. C'était l'école de formation qui était adossée au réseau dans lequel j'étais. Vous avez monté une formation, grosse partie en e-learning. Et après, on avait des sessions de formation en présentiel avec des mises en situation, jeux de rôle. Ok. Et du coup, dans les 42 heures, tu avais un petit peu de commerce, les jeux de rôle. Ouais. Et dans la technique. Mais dans les 42 heures réglementaires, c'était l'e-learning et après le jeu de rôle, c'était en bonus. Ah voilà, c'est ça, ok. Ouais, dans les 42 heures, tu avais surtout de l'IMO. Ouais. Tu avais de l'IMO pur, CoPro, IMO peut-être. IMO pur, un peu de droit d'IMO. Après, il y avait toute la partie sur le LCBFT, TRACFIN, tout ce truc-là. Ouais, c'est ça, tu as le droit à tout ça. Je crois que c'était ça de mémoire. C'était pas trop long, les 42 heures en e-learning? C'est pas trop long? Non. Ça va? Non, quand tu es intéressé par un truc, tu vois le contenu en fait. Quand tu sais qu'en faisant, entre guillemets, que 42 heures, tu peux après amener un vrai savoir à des gens, c'est oufissime. En fait, ce qui est fort avec le e-learning, c'est qu'on a fait des statistiques parce qu'on a plus de 30 000 vidéos aujourd'hui et dans plein de métiers. Et on a fait des statistiques et on s'est rendu compte que le contenu transmissible en 7 heures, donc dans une journée, avec les pauses, dans les 7 heures, on parle beaucoup. Bonjour, on se présente le matin, on se dit au revoir le soir, on mange le midi, il y a des pauses café. Dans une journée de présentiel, les 7 heures tiennent dans 2h30 d'e-learning. Donc en fait, c'est hyper condensé. Ouais, tu transmets beaucoup plus de... Donc les 42 heures, quand tu fais 42 heures d'e-learning, quand l'e-learning il est bien fait, tu as un volume d'informations qui est monumental. Et ceux qui le font, parce que le problème du learning, c'est qu'il y en a plein qui démarrent et qui ne vont pas au bout. Alors nous, c'est bien parce qu'ils sont obligés de cliquer sur le bouton, ils sont obligés de les faire, quand c'est pas l'assistante qui le fait à la place des autres. Mais là, en fait, si on parle au futur, aux IOBSP, aux IS, surtout dans les formations initiales, c'est 150 heures. C'est beaucoup. Mais c'est extrêmement long à faire, mais ça change complètement la compétence de l'homme derrière. C'est-à-dire ceux qui le suivent et qui se disent que c'est un peu important pour leur métier, déjà, quelque part, tu actes un petit peu que les 42 heures, elles t'ont énormément appris. Et alors 150 heures. Tu as la responsabilité derrière, en fait, du discours que tu vas tenir. Et je pense que tout repose là-dessus. C'est l'engagement. Ok, tu fais 42 heures, ok, tu en fais 150, même si tu en faisais 4000. En fait, derrière, tu as un client qui compte sur toi, en l'occurrence pour l'IOBSP, qui compte sur toi pour lui monter la meilleure offre de prêt que tu peux avoir. Il va payer son crédit pendant 20 à 25 ans. Si un jour il doit le rembourser, si un jour il doit négocier quelque chose, il doit faire une pause
il faut que... Enfin, cette formation-là, Il faut de la technique. tout repose là-dessus, en fait. C'est-à-dire que la confiance client et la qualité du travail qui va être donné va passer par ça. Après, tu as toute la partie adaptation, expérimentation au terrain, où tu vas apprendre de tes erreurs, etc., qui vont te faire progresser aussi, parce qu'au début, on se plante toujours. Mais de se dire que, ouais, on prend 150 heures de notre temps, on fait ça propre, sérieux, et derrière, on a les gens, la confiance de quelqu'un comme toi, comme moi, qui demain se dit, OK, bah, moi, je ne maîtrise pas. Est-ce que tu peux m'aider sur mon crédit, quoi? C'est vrai que c'est marrant ce que tu dis, parce que quand j'étais jeune, on n'est pas vieux, mais quand j'ai démarré le commerce, et que tu arrives avec ton costume, tu as 22 ans, 23 ans, et que tu dois aller vendre un immeuble ou vendre... tu parles de choses où, en plus, enfin voilà, si tu as la compétence, je me souviens à l'époque, il n'y a peut-être pas beaucoup d'expérience, mais c'est vrai que le fait d'avoir la compétence, parce qu'à l'époque, c'était à ce moment-là que les formations commençaient à devenir obligatoires dans le métier. Avant, c'était pas autant obligatoire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se réforme. Tracfin, c'est récent que c'est obligatoire, en fait. Les formations annuelles et tout. Je me souviens que c'est à partir du moment où j'ouvrais la bouche que les gens commençaient à écouter ce que je dis, parce que j'avais de la compétence. C'est là-dessus que j'arrive à convaincre les clients. C'est sur la technique que je me suis construit et que commercialement, j'ai toujours fait la différence face à la concurrence. Et c'est vrai que voilà, moi, la formation, même si elle n'est pas obligatoire, je me forme toute la journée, tout le temps, constamment. C'est constamment dans l'apprentissage. essentiel. Puis de toute façon, la réglementation évolue, les conditions de marché évoluent, et la formation, elle est là pour ça. Là pour te remettre d'équerre sur les choses que tu ne vois pas forcément parce que tu es dans ton... Ok. Donc tu as appris les 42 heures, c'était IMO. Ça t'a déclenché un petit peu sur la partie IMO. On n'apprend pas encore à vendre de l'assurance vie dans les 42 heures. Non. Et les formations présentielles, comment ça s'est structuré? Tu avais combien de formations? Il y avait une semaine de formation à peu près tous les trimestres. Ah ouais, quand même, c'est beaucoup. Ouais. Bah, alors après, il n'y avait pas que la partie IMO, il y avait tout l'aspect réseau aussi. C'est du réseau de recrutement, donc il y avait aussi toute cette formation de recrutement, comment donner envie, etc. Ouais. Moi, j'avais une équipe de 7 mandataires avec qui je travaillais, et on avait aussi une formation commerciale sur comment recruter des mandataires. Donc c'était des semaines d'immersion où en fait on faisait de la formation commerciale, jeux de rôle, etc. Mais il y avait aussi d'autres subtilités. Il y avait des partenaires qui intervenaient, notamment des promoteurs. Enfin, c'était vraiment une espèce de session séminaire. Là, tu faisais de l'immobilier neuf. L'immobilier neuf, ouais. Tu faisais pas d'assurance vie encore? Non, pas encore. Pas tout ça. Ok. L'assurance vie, c'est venu après, juillet 2020, avec les 150 heures. Non, on était en 2019. 2019 à novembre 2020. J'étais là, dans ce travail-là qu'on disait, là. Ça, quand j'étais salarié et j'étais dans le réseau en même temps. Et j'ai fait la formation d'avril 2019 à juillet 2020. Je faisais que de l'IMO. Et juillet 2020, j'ai fait le MIA, mandataire intermédiaire en assurance, et 150 heures Aureas. Ok. Donc là, c'est IS. Yes. Enfin, MIA, c'est vraiment la partie mandataire. C'est-à-dire que l'IAS, c'est le cran au-dessus. Il faut faire après soit une formation passerelle de 65 heures qui te permet effectivement d'être IAS, ou alors fais tout de suite la formation 150 heures IAS. C'est ça. Ok. Très bien. Et c'est dans cette formation où tu as découvert vraiment tout ce qu'on se dit là. Je me souviens pas qu'en IAS, on parle beaucoup d'assurance. Ah, si on parle d'assurance vie, il y a de l'assurance vie un petit peu. Bah, IAS, ouais, beaucoup. Ouais, ça t'as beaucoup d'assurance, toutes les assurances. Bah, tu as tout en fait, l'assurance de biens, de personnes, l'IRD, tu as toute cette partie-là. Ouais. Et on parlait un petit peu aussi de l'optimisation. On a parlé tout à l'heure d'SCI, LIS, etc. Cette technique-là, tu l'as acquise où? Ah, là, c'est tout seul. Le bouquin? Moi, c'est quand j'ai acheté pour moi. Ok, ouais, donc... Je me suis fait conseiller par un pro. Et en fait, il m'a expliqué, voilà, dans ta situation... Celui qui t'a vendu bien? Là, c'était un CGP pour le coup, qui est venu bien. en fait à la maison pour me parler un peu de ma situation quand j'étais salarié, en fait, quand j'ai acheté l'appart. Enfin, en tout cas, c'est un immeuble. Et en fait, il est venu à la maison et lui m'a parlé de tout ça. Et c'est comme ça que je me suis renseigné. Après j'étais sur le net et j'ai trouvé les infos, j'ai pris un comptable et après le comptable, on a monté la SCI et la SCI LIS, je la maîtrise puisque je la pilote au quotidien. Pour moi, à titre privé, c'est ce qui me permet d'en parler correctement parce que je sais comment ça marche. Ouais, c'est ça, exact. C'est toujours ce côté aussi pratiquant, autodidacte qui fait que, en fait, en faisant pour moi, j'ai appris et du coup, je peux retransmettre. Et c'est concret parce que je l'ai fait et je vois comment ça marche. Notamment les lois de défiscalisation. Le premier, c'était un appartement neuf en loi de défiscalisation de Pinel. Et après, c'est un immeuble de rapport dans l'ancien.
On essaye à l'IS pour le coup. Le Pinel, tu l'as en direct, du coup. Ouais. C'est ça. Sinon, on peut pas. Ouais, on peut pas gratter l'avantage fiscal à la fin. Ça marche pas. Ça marche pas. Ok. Très bien. Et aujourd'hui, je dis malgré, mais finalement, tu comprends bien que c'est très positif en fait. Hein. C'est le côté autodidacte qui a largement pris le dessus et tu serais pas là s'il n'y avait pas eu une compétence. Tu t'attestes bien évidemment que tes clients aujourd'hui te font confiance. Tu me disais que même aujourd'hui, alors que c'est pas ton métier, t'as de l'assurance vie en privé ou pas du tout? Pour moi? Ouais. Ouais. Ok. Donc pareil, tu l'as fait, tu sais l'expliquer. Je fais mes allocs pour moi. Ouais. Et globalement, si je dois décrypter un petit peu comment se passe ton rendez-vous client, le client lambda, alors peut-être qu'on peut discuter déjà de comment tu trouves tes clients, d'où ils viennent. Dans ton activité, comment tu as fait pour... Au tout début, quand j'ai démarré, j'ai prospecté mon réseau tiède. Ce que j'appelle réseau tiède, c'est le réseau des gens qu'on côtoie au quotidien, au travail, les anciens collègues, des gens qu'on connaît, qui nous connaissent d'avant et qui ne savent pas qu'on fait cette nouvelle activité-là. Mon réseau chaud, mes amis très proches, la famille. Même si la famille, c'est souvent très difficile d'être convaincant dans la famille très proche parce qu'ils nous connaissent pour toutes les conneries qu'on a faites auparavant. Et demain, ils ont du mal à... écoute, je vais lever 250 000 € avec toi, puis je vais acheter un appart à l'autre bout de la France parce que tu me dis que c'est plus intéressant. Donc la famille très proche, c'est plus dur. Et après, en fait, c'est les amis de la salle de sport, c'est les anciens collègues de l'IUT, c'est... je sors avec des potes à une soirée anniversaire, j'ai discuté avec un mec assis en face de moi à table, hop, on s'intéresse, on fait l'échange, on prend les coordonnées. Pote d'IUT. Ouais, salut, comment tu vas? On va se boire un petit café. Ouais, ok, ça va, vas-y, on y va. Et en fait, je lui raconte mon truc. Et je ne suis pas dans la vente, regarde, achète-moi ça. C'est regarde ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça, j'arrive à faire ça, j'ai des clients qui font ça. Je raconte en fait une histoire. Et naturellement, les gens, ils se disent, mais en fait, il raconte ça qu'il a fait pour un autre. Et pour moi, peut-être, il pourrait faire un truc. Et en fait, tu vois, comme ça, finalement, il dit, mais attends, tu vois, moi, là, ma situation, je suis là, j'ai ça, tu ferais quoi? Et en fait, ça se fait un peu comme ça. 80% des prospects au départ, c'est des gens que je connaissais et que j'ai cherché à développer comme ça. Et les 20% qui étaient un peu plus réfractaires, je leur demandais de me donner leur avis sur ce que je faisais. Tiens, j'ai démarré une nouvelle activité, j'ai un nouveau business, je sais que tu es quelqu'un d'intelligent, tu as une forte capacité d'analyse, tu vois, sur les situations. Est-ce que je peux venir chez toi, je peux te montrer ce que je fais, tu me diras ce que tu en penses. Et là, du coup, il se sent concerné, impliqué. Je vais chez lui, tu lui présentes le truc. Et en fait, il te donne son avis, puis deux, il dit, mais en fait, c'est intéressant ton truc, est-ce que je pourrais pas l'avoir pour moi? Par contre, certes, ça pourrait être apparenté par une stratégie commerciale d'approche, etc. Par contre, derrière, moi, j'ai vulgairement parlant, j'ai le cul propre dans ce que je propose. Je peux pas proposer quelque chose auquel moi-même je crois pas. Donc, ok, la technique d'approche, elle est un peu subtile pour que la personne elle fasse un peu confiance, mais par contre, le produit derrière, c'est ceinture, bretelle, parachute. Parce que dans 10 ans, 20 ans, moi, je veux pouvoir être là et déjeuner avec mon pote, faire une deuxième opération et qu'ils me disent merci, tu m'as fait gagner X 1000 €, grâce à toi j'ai fait ça, j'ai ça aussi aujourd'hui grâce à toi. Donc l'acquisition client, elle s'est faite au départ en fait en contactant mon réseau, propre réseau. Et en fait après j'ai mis en place un réseau d'apporteurs d'affaires. Aujourd'hui j'ai une 50aine d'apporteurs d'affaires actifs et je reçois entre 2 à 3 leads entrants par semaine. C'est des gens qui m'envoient un SMS, tiens, j'ai parlé à un tel de toi, appelle-le de ma part, il veut faire. Et aujourd'hui, je fonctionne quasiment plus que comme ça. Je continue à prospecter dans les endroits où je vais. Quand je rencontre de nouvelles personnes, ça me permet de créer encore des nouveaux flux. Et ce que je me dis, c'est qu'une personne, c'est un réseau. Forcément. Et donc, l'impact que je laisse auprès de cette personne-là, même si elle n'achète pas ou elle fait rien ou il ne se passe rien maintenant, dans son réseau, elle a certainement des gens qui sont intéressés par ce que je fais. Et en fait, c'est comme ça que je me mets une règle fondamentale, c'est que chaque jour, je dois parler de mon activité à au moins une nouvelle personne. Et ça, j'ai appris dans le cadre du réseau dans lequel j'étais avant. Ok. Surtout dans les systèmes un peu pyramidales comme ça. Exact. Sur les systèmes de recrutement, en fait, tu es obligé. Donc là, je l'ai appliqué, transformé pour que ce soit quelque chose de structurant. Et en fait, c'est vrai que les techniques, elles marchent. Et ça me permet aujourd'hui de développer. Ça marche.
Ok. Et du coup, sur sur ces potes, sur ces clients, là, de ce que je comprends, tu leur parlais surtout d'immobilier. Au début, ouais. C'est Ouais. ça, beaucoup d'immobilier. Beaucoup d'immo. Et, donc ça, c'est pour tes prospects tièdes quand tu as démarré, tes participants. C'est vrai que ce qu'on dit toujours, c'est que tu as dit, j'étais bardé, j'étais sûr de ce que je faisais, etc. En fait, ça t'a mis une pression parce que généralement, on déconseille au démarrage d'aller tout de suite voir l'entourage parce que un seul faux pas, une seule réponse mal donnée, T'es mort. t'es mort parce qu'en fait, t'es jugé, t'es jeune, t'es qui toi pour dire que tu sais faire ça. Alors ok, t'en as fait un, mais voilà. Et à un moment donné, tu leur disais, je me mets dans le fil, j'ai le produit en fait. C'est ça, à un moment donné, il faut que tu aies le produit. C'est ça, donc tu arrivais avec le produit. Ouais. Et c'est là en fait où L'idée en fait de mon rôle, en fait, c'est presque de leur monter. J'arrivais au rendez-vous, je leur disais voilà, c'est celui-là, j'ai sélectionné celui-là pour vous, quoi. C'est ça, tu as pris le meilleur, tu as fait ton étude. J'ai fait mon étude, j'ai fait celui qui correspond le mieux, c'est celui-là. Par rapport à tout l'entretien de découverte qu'on a fait, prise de besoin, ce qui vous plaît, le budget que vous avez, la fiscalité que vous avez, la situation dans laquelle vous êtes, vos perspectives de carrière derrière, c'est celui-là qui va. J'ai capté. Et ça, ce bien-là, toi, tu as des mandats avec des promoteurs en direct. Okay. Maintenant en direct, et avant, je passais par le réseau de mandataires. Ouais, c'est ça. Qui eux avaient le mandat en direct. Qui avait le mandat en direct, j'ai compris. Ok. Et quand on avait besoin, on avait le promoteur en ligne qui nous donnait voilà, les éléments, etc. Mais je faisais moi toujours une double analyse. L'analyse du promoteur, mais bon, le promoteur, il vend sa cam, donc forcément, tel promoteur va toujours favoriser son lot. Par contre, après, l'analyse factuelle, Google Maps, tous les trucs qui sont autour, qui te permettent finalement de prendre en considération le bien dans lequel il est, l'emplacement, et après de t'assurer que tous les facteurs sont là pour faire une bonne opération. C'est ça. Et à partir du moment où tu as commencé à... Parce que du coup, tu m'as dit que tu commençais à dupliquer le système, donc celui qui est satisfait, c'est un réseau à lui tout seul. Quand est-ce que tu as commencé à vendre autre chose que l'immobilier? En fait, ça s'est fait de deux manières, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est les clients qui me disaient bon bah c'est bien, là on a fait de l'immo, mais regarde, moi j'ai tout ça comme argent, je peux en faire quoi? Et je savais pas répondre. Ouais, c'est ça. Je savais pas répondre, j'étais frustré de pas savoir en fait. Et je faisais que du one shot, donc il n'y avait pas d'accompagnement long terme. Et donc je voyais moi une stratégie entrepreneuriale à long terme, comment je fais pour fidéliser de la clientèle sur une entreprise et apporter un vrai service en gestion de patrimoine complet. Et en même temps, il s'avère que dans le réseau, ils ont lancé la partie assurance vie pour tout le réseau. Donc j'ai surfé sur cette vague-là et j'ai commencé à faire la partie placement. Enfin, en tout cas, assurance vie, plan retraite. Ok. C'est intéressant. Et après, j'ai recontacté tous les clients qui avaient fait de l'IMO en disant coucou, j'ai un nouveau produit. Ouais, c'est ça. Ouais, je les ai rappelés, ouais, c'est ça. Et ça t'a amené, voilà, dans les années où tu faisais que de la vente comme ça te fait faire combien de transacts à l'année, à peu près? Les plus belles années, j'en ai fait 7 ou 8. Ok. 7 ou 8, ouais. C'est bien. Un gros trend, je pense, un gros trend quand on fait que ça et qu'on est vraiment full. Ouais, je pense un par mois, c'est bien. C'est un bon rythme. Ouais, c'est un bon rythme. Bon. Après, c'est pour des gros producteurs, un par mois, c'est petit. Hein. T'as des vendeurs d'immobilier neuf qui font 20-30 actes dans le mois. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, ils ont des fichiers de lead, ils passent leur journée à faire ça. C'est pas le même métier que la gestion patrimoine. Enfin, c'est pas le même, la même approche. Non. C'est ça. Ils sont d'ailleurs un peu décriés parfois parce qu'ils vendent pour vendre en fait. Il n'y a pas d'études patrimoniales. Dans 5 ans, ils ne sont pas là. Quoi. C'est ça. C'est des opportunistes. C'est ça. Ça paye à court terme, mais pas à long terme. Ouais. Et ça, moi, je peux pas. Ouais, c'est ça. Tu penses à ton fils et à l'avenir. À l'avenir du petit. Déjà, il faut payer ses études. Dans 15 ans, 20 ans, s'il y a un litige. Il faut que je puisse me regarder dans le miroir. Il faut que je puisse discuter avec eux. C'est le plus important. Ouais, c'est plus important. Ok. Et là, aujourd'hui, donc, on pourrait dire qu'en termes d'action, tu as quoi? Tu as 50% d'assurance vie, 50% de transac? Ça dépend des années. 2022, je fais 80% de transac. Et 2023, 80% de placement. Ok. Ouais. En fait, ça dépend vraiment du marché, des conditions. On connaît le marché qu'on a aujourd'hui avec la remontée des taux, etc. Donc, c'est un peu plus challengeant d'aller chercher des clients de la transac qui font du mot. Même si ça se fait encore, il y a des profils pour qui ça va bien.
C'est juste un tout petit peu plus challengeant. Mhm. Mais par contre, à l'inverse, quand le marché Livo se porte moins bien, bah, on a connu la crise Covid juste avant, où les marchés ont été arrosés de liquidités, où les épargnants, les citoyens français ont mis des sommes folles sur leur compte épargne. Ben, aujourd'hui, on le retrouve dans la collecte, c'est-à-dire que ben, les gens ont du cash et ne savent pas quoi en faire. C'est vrai. Hein. Et ils ne se rendent pas compte à quel point en banque, le français, il a du mal à. Il n'a pas encore compris que l'inflation, ça rongeait le cash. Ça, c'est quelque chose. Tu peux expliquer 100 fois, les gens, ils ont du mal à capter. C'est horrible. Donc, c'est sûr que c'est mieux de le placer. Quoi. Bah ouais. Quand il... Et ok. Et sur la partie. Donc, quand tu es rentré dans l'assurance vie, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu faisais même un peu d'arbitrage. Ouais. C'est ça. Donc, ça veut dire que tu es censé savoir arbitrer. La théorie de l'assurance vie, il y a toujours le profil prudent, équilibré, dynamique. On est obligé, dans une logique de conseil, de questionner à ce sujet, de quantifier le profil client. Mais en fait, quand tu es CGP, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'affiner, il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que tu as dû te former, j'imagine, un peu aussi en bourse, en finance, parce que l'assurance vie, tu es toujours obligé de la comparer. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un fonds euro, ou si tu ne sais pas ce que c'est qu'un compte titre, ou comment tu fais pour naviguer, tu l'as appris aussi dans ta formation dans le réseau. Alors, j'ai appris dans la formation dans le réseau et j'ai appris aussi en le faisant par moi-même. Je faisais de la bourse à titre privé à côté. Ouais, sur des plateformes en ligne. Ouais, enfin sur mon PEA compte titre à la banque avec mes deniers perso. J'ai testé 2-3 trucs. Et après, bah, je lisais la presse spécialisée, presse spécialisée. J'allais voir les personnes qui avaient déjà fait, qui avaient déjà réussi. Et je leur posais la question, comment vous avez fait. J'étais voir, quand on était dans le réseau, on avait la chance d'avoir un courtier qui faisait les allocs au départ pour nous. Et en fait, moi, je me suis beaucoup appuyé sur ce qu'il faisait pour comprendre la manière dont il construisait les allocs. Les allocs, c'est les allocations. C'est les allocations, pardon, pour le jargon. C'est les allocations, ce qu'on appelle l'allocation d'actifs, c'est-à-dire quand on va sélectionner les fonds qu'on loge en fait dans le contrat d'assurance vie. Et après, en fonction des thématiques, du profil client et de l'appétence au risque. Et en fait, c'est ça le plus salvateur dans l'allocation, c'est de savoir déceler quel est le vrai profil du client. Parce que souvent, les clients, ils pensent avoir un profil. Et je te donne un exemple, ils ont le sentiment d'être... Tout le monde va dire que tu aimes l'argent. Voilà, et qu'ils sont prêts à en gagner, qu'ils sont prêts à prendre des risques pour gagner des sous. Et première vague de marché, ils prennent un -20, tout le monde tousse, et là, on arrête, on vend tout. Et là, on leur explique, attends, tu vas pas vendre à -20, la perspective de marché elle va reprendre, pour telle et telle raison, bah là c'est tombé, mais regarde sur la durée, long terme, etc. Et c'est un vrai travail pédagogique. Et il faut avoir la croyance profonde de ta conviction, du marché action, de l'évolution des marchés, de la stratégie long terme que tu mets en place. Et ce qu'il faut entendre, c'est que sur l'assurance vie ou sur les plans épargne retraite, on ne fait pas du trading à haute fréquence ou même de la bourse à court terme. On n'entre pas, on ne sort pas sur les marchés comme ça. On a vraiment une vision long terme et on inscrit les clients là-dedans. Quitte à ce qu'ils fassent du placement court-termiste à côté pour eux. Mais l'assurance vie, c'est vraiment cette vision, long terme, père de famille. Il ne faut pas avoir peur de perdre une année -20 si on est offensif, parce qu'on sait que l'année d'après, on peut prendre 30, 40, 50. C'est ça. Sauf qu'il faut y croire. Il faut y croire et il faut pouvoir dormir sur ses deux oreilles où on prend -20. Et si on n'est pas capable de faire ça, pour moi, on n'est pas un profil offensif. C'est là où il faut être capable d'expliquer, de sensibiliser le client. Hein, parce que en fait, c'est vrai, quand tu reprends l'histoire, c'est très rentable d'acheter, surtout quand tu places sur des actions et qui n'étaient pas sur du monétaire. Mais c'est vrai qu'il faut savoir, faut pouvoir l'expliquer. Et le jour où il y a une baisse, j'imagine que tu as tes 500 clients ou tu as tes 200 clients ou ton volume de clients. C'est de l'individuel. C'est du coaching, c'est de la pédagogie financière. Mais comme on le fait au départ, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas prendre un appel par nombre de clients. Coucou, là, on vient de voir, on a perdu -10 sur telle ligne, qu'est-ce qui se passe? Moi, je leur explique toujours au moment où on met en place le contrat. Et en fait, j'ai des clients qui ne regardent pas, déjà. Ils font confiance en se disant, bah voilà, c'est fait, on est à long terme, on laisse, on met. Et ceux qui regardent, ils se posent la question, mais ils attendent le rapport annuel ou ils attendent la période un peu pour comprendre. Et il y a quelques-uns qui sont effectivement un peu plus... intéressés peut-être par ça et qui m'envoient un petit message pour savoir ce qui s'est passé. Et ceux-là, on répond justement pour satisfaire tout le monde. Mais la grande majorité, heureusement, ont suffisamment bien compris au départ que c'était du long terme et on n'a pas ce SAV
Ouais. à traiter en continu, quoi. Ouais, je pense que quand c'est mal vendu, tu peux avoir le problème. Ouais. Ouais, si tu commences à faire croire que les mecs ils vont gagner de l'argent. Mais il y en a plein, des comme ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais, Mais c'est pareil, ceux-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tiendront pas dans le temps. ouais, c'est ça. Parce que le jour où le marché va vraiment se retourner, si les clients sont pas prêts. Il y a peut-être un lien à faire entre l'assurance vie et l'IOBSP, le courtier en prêt. C'est moins à la mode qu'avant, mais souvent on fait des crédits in fine pour défiscaliser. Ça permet d'avoir une déduction d'intérêt d'emprunt très forte dans toute la durée du prêt. C'est seulement à la fin qu'on paye le capital et donc ça permet d'énormément maîtriser le déficit avant impôt. Ça dépend après du type d'investissement, du type de fiscalité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais souvent, in fine, on anti généralement une assurance vie. T'en as fait des dossiers comme ça? Non, c'est le montage que j'ai pas encore fait. C'est vrai que c'est rare. Hein, ça se faisait beaucoup moins, hein, l'in fine, au moment où moi j'ai démarré. Mais c'est souvent qu'il fallait que les gens ils aient suffisamment de capital pour pouvoir nantir le montant sur le contrat d'assurance vie. Quand moi j'ai démarré l'activité, j'avais pas la clientèle qui avait le capital pour nantir en face. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je pourrais le faire. Ouais. Les gens qui pourraient placer 200, 300, 400 000 euros sur une assurance vie pour nantir un crédit in fine. Ouais. Mais au départ, je n'avais pas ce marché-là. J'avais des gens qui avaient 15, 20, 30 000 euros de liquidité et qui étaient obligés de passer par un crédit classique pour faire de l'emprunt. C'est vrai que c'était plus à la mode avant, je me souviens, parce que nous, on était piqués à ça quand on était à l'école. On disait in fine, in fine, in fine. Et en fait, la banque, c'est magique, elle se paye tout de suite. Bah oui. Elle se paye tout de suite, donc c'est un rêve. Et pour le client aussi. Par contre, le client, il doit attendre jusqu'à la fin pour capitaliser. Ça, c'est l'inconvénient. Et puis, tu as intérêt que l'assurance vie, au moment où tu arrives à la fin du crédit, elle soit dans la bonne phase, quoi. Exact. Et en plus, ça fait aussi autre chose, c'est qu'en plus, généralement, il le place sur un fonds le plus sécuritaire possible. La banque, elle ne prend pas de risque, elle ne va pas se mettre ça sur un fonds ultra dynamique avec une volatilité extrême. Et là où c'est compliqué à conseiller un client aussi, c'est que quand tu commences à vendre un produit comme ça à quelqu'un, le problème, c'est que la vie passe tellement vite et les gens sont de plus en plus court-termistes, malgré eux. C'est-à-dire que même les gens qui partent sur du long terme, le long terme à l'époque, avant on faisait une entreprise dans la vie. Aujourd'hui, on change d'entreprise tous les 7 ans. Tout le temps. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Tous les 7 ans. Ouais. Et là, donc dire je vais acheter et je vais revendre que dans 15 ou 20 ans, c'est quelque chose d'impalpable et d'imprévisible pour un client. Et ça peut être un petit défaut de surtout dans les tendances de marché qu'on a aujourd'hui où pour les classes moyennes, ça devient dur au quotidien. C'est-à-dire que tu proposes ça à un couple qui divorce au bout de 7 ans, c'est-à-dire qu'il va vendre le bien, il n'a pas capitalisé dessus. Il faut faire gaffe à... Il y a de la casse comme ça. Hein. Il y a de la casse, il y a de la vraie casse. Ok, c'est intéressant. Et dans l'environnement du CGP, est-ce que tu es rentré un petit peu dans la transmission, dans la sécurisation du dirigeant? Est-ce que tu as fait des sujets? Très peu sur la transmission. Pourquoi? Parce que j'ai une clientèle plutôt jeune, du fait de mon âge. J'ai très peu de clients qui sont orientés transmission, donc c'est pas un terrain. C'est pas un terrain d'approche où je suis compétent. Je sais faire les grandes lignes. La création de capital. T'es au début du cycle. Je suis au début du cycle. Je suis plutôt là pour le créer. Par contre, ce qui est très clair aujourd'hui, quand il y a un sujet succession, moi j'ai un partenariat avec des notaires. Avec des notaires, c'est ça. Et en fait, j'envoie mes clients soit chez leur notaire à eux, en direct, et puis, ou le notaire, je leur conseille un notaire que je connais. Mais c'est encore un terrain. Et puis vraiment, en toute franchise, c'est pas un sujet qui me passionne. Ouais, toi, ce qui te drive un petit peu, de ce que je comprends, c'est vraiment l'investissement immobilier. C'est vraiment, c'est développer le capital. Comment est-ce qu'on crée de la richesse, en fait. C'est ça, ouais. La transmission, pour moi, c'est un truc. Est-ce que c'est parce que je l'ai peut-être pas encore vécu et du coup, je me ferme un morceau de marché, je sais pas. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que j'ai un client, une cliente précisément que j'ai accompagnée plutôt sur une partie de testament chez un notaire pour préparer la suite. Je sais faire les grandes lignes quand il y a un besoin, mais quand ça devient un tout petit peu complexe, notamment avec les mariages, les régimes, les testaments, les subtilités, familles recomposées, etc. Moi, je pense 0 risque, c'est notaire. Tu passes la main. Je sous-traite parce que c'est pas un secteur... c'est un monde entier. Je pense que pour ça, tu vois, il faudrait que je fasse... L'année prochaine, je vais faire l'OREP, l'école en gestion de patrimoine, mais je fais pas le master gestion de patrimoine, je fais l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise. Donc je m'oriente vraiment plus sur un profil chef d'entreprise et je n'aurai pas
peut-être que je le ferai plus tard, cette partie sur la succession qui rentre vraiment dans le master en gestion patrimoine, qui prend une grosse partie. Et peut-être parce que c'est un sujet qui aujourd'hui... C'est possible qu'en ingénierie patrimoniale, tu l'aies. Hein. Ouais. C'est possible que tu en fasses parce que ça fait vraiment partie des 4 piliers de la gestion de patrimoine. Et c'est vrai que même pour les gestionnaires de patrimoine, quand la compétence, de toute façon, ils passent la main. Parce que déjà, ça évolue beaucoup. Une subtilité, et c'est souvent des questions qui sont complexes. Et c'est des questions en fait où il vaut mieux passer la main, à la terre. Si tu te trompes, ça peut coûter très cher à la famille derrière. Donc, Et des fois, les notaires sont parfois pas sûrs de. Donc, ils vont pas prendre de risque sur. Ils vont pas prendre le risque non plus. Mais ok. C'est un sujet que j'ai pas encore épluché. T'as eu déjà affaire à. Peut-être t'as entendu, encore une fois, vu que t'es pas trop dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup aujourd'hui d'influenceurs, de gens qui se présentent comme étant des investisseurs immobiliers, ils vendent de la formation en ligne sur l'investissement. Par curiosité, vu que nous, notre métier, c'est la formation, c'est l'e-learning, j'ai donc, évidemment, dans l'étude de marché, j'ai établi ce qui se fait un petit peu. Des gens qui ont beaucoup de monde qui les suit. Tu as déjà suivi des formations comme ça? Tu as déjà regardé ces gens-là? Ouais. J'avais vu à l'époque, quand j'ai démarré, j'avais découvert Cédric Anissette, qui était un peu celui qui avait démocratisé la notion de rat race, de l'investissement immobilier, cash flow, enfin cette notion de cash flow positif qui jusqu'à encore quelques mois drainait le marché des jeunes qui voulaient investir dans l'immobilier. Ce qui maintenant est plus du tout moins le cas, ou c'est plus compliqué en tout cas de l'avoir. C'est très dur de trouver le bien en fait. J'ai découvert Cédric Anissette, je ne sais pas si on peut citer les noms, mais Vangen, les plus connus. J'en avais encore un autre, mais j'ai plus le nom en tête. Et puis après, en fait, ça a poussé comme des champignons. Il y en a eu de plus en plus. C'est ça. Dans plein de trucs, dans le meublé. Dans le meublé, non meublé, dans le nu, dans la SCI/LIS. Et puis, aujourd'hui, moi, ces éléments-là, en fait, ils sont juste là pour te vendre, entre guillemets, la formation. Et il n'y a pas la stratégie long terme qui va avec derrière. Et on le voit aujourd'hui avec le gouvernement qui est en train de changer l'amendement sur le régime fiscal du loueur meublé non professionnel. Et je pense qu'il y en a qui vont se retrouver en ayant construit leur stratégie patrimoniale sur un régime ou sur une loi qui va faire que la fiscalité va être avantageuse, donc ils vont générer du cash flow. Aujourd'hui, avec Airbnb qui est de plus en plus remis en cause, notamment à New York ou dans des choses comme ça, je pense que ça va changer. Et je souhaite à ces gens-là d'avoir pensé à autre chose que du Airbnb en location meublée courte durée. C'est sûr. Je leur souhaite. C'est vrai que c'est un peu le ressenti que j'ai eu. C'est vrai que dans les formations, c'est sûr qu'il y a une théorie, il y a un style. Il n'y a jamais vraiment de transparence. Tout le monde va dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On sait à quel point dans le quotidien c'est dur en fait. Et c'est vrai que c'est présenté l'investissement comme étant une grande facilité. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un cadre légal, un cadre qui est... on ne peut pas s'improviser comme ça. Pour moi, il faut savoir, déjà pour que l'opération soit rentable, rentable dans le sens gros cash flow, que ça génère de la rente, il faut limiter le nombre d'intermédiaires. Donc j'ai envie de te dire, il faut chercher l'immeuble ou l'appartement tout seul. Donc déjà, il faut la compétence de pouvoir faire ça. Il faut te faire tirer les annonces sur le bon coin, appeler les machins, les propriétaires, faire les visites, le soir après le taf, tout ça, il faut le faire. Ça prend du temps. 2, il faut la compétence après. Ce qu'on dit, c'est que pour faire du gros cash flow, il faut des gros travaux. Il faut la compétence en travaux, ou il faut accepter d'avoir un peu moins de cash flow en prenant une entreprise de travaux. Ou alors, il faut carrément faire toi-même. Il y a des gens aujourd'hui de la population, des gens comme moi par exemple, qui ont deux mains gauches et qui ne kiffent absolument pas faire ça, n'ont pas du tout envie d'aller passer le samedi et le dimanche à Ikea pour acheter un chauffe-eau ou un parquet ou un truc comme ça. Moi, je préfère être avec mon fils à la piscine ou ailleurs. Mais il y a des gens qui aiment ça. Et ces gens-là, je leur laisse. Et pour le coup, il faut qu'ils fassent ça, ces gens-là. Parce que s'ils aiment ça, ça va. C'est ces gens-là qui vont y arriver. Mais c'est ceux qui vont y mettre en fait un facteur temps, énergie qui va générer la valeur et ce rendement-là. Mais les autres, ça va leur coûter... Moi, je me rappelle ça va leur coûter de la part. Moi, je me rappelle sur l'immeuble, j'avais un budget.
je l'ai explosé de 15% le budget, ne serait-ce que pendant la période travaux, Ah ouais, parce qu'on a découvert des surprises. Et donc, en fait, on te dit, à l'époque, on te disait un crédit à 110%, tu avançais zéro trésorerie de ta ouais, poche, donc tu provisionnais ce qu'il fallait pour acheter les travaux, les terrain, machin. Et puis tu te retrouves au milieu de chantier, bon bah là, il faut rajouter une ligne de 25 000 parce qu'on a retrouvé un truc, un machin. Et là, tu tousses quoi. Ils ouais, viennent d'où les 25 000? Ben, tu mets de ta poche, tu rinces au bout. ouais. Après, il y a tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché locatif, les vacances, les gens qui ne sont pas les appartements loués. Moi, sur les 3 appartes que j'ai, pour être très transparent, je pense que j'ai eu que quelques mois où les 3 étaient loués en même temps. Il y a toujours Oui, un c'est vrai, hein. vacant, un truc qui se fait pas. Et donc, en fait, le cash flow, il n'est pas là, quoi. C'est ça. C'est vrai que c'est fort ce que tu dis. C'est pas pour rien que les banques provisionnent des fois 30% sur le loyer, des fois, j'ai entendu hier 10%. Parfois, dans certaines banques, mais généralement, c'est entre 70 et 80%. En fait, parce qu'il y a une réalité, hein. Bah, ils savent. Et puis les Ah gens, ouais. ils oublient la taxe foncière, ils oublient souvent Ah, toutes les petites assurances qui vont les charges non derrière. récupérables. Voilà, il faut tout le temps faire un petit travaux. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de très nouveau aussi qui est arrivé, alors qui va peut-être être repoussé, on ne sait pas trop encore, c'est la loi résilience et climat, Ouais. où en fait, pour parler encore une fois de mon cas, aujourd'hui, il faut sortir 30 000 euros pour mettre l'immeuble aux normes. Ouais. Et donc, ben, si tu n'as pas les reins solides en face pour réemprunter 30 000, ou tu les as en cash, ben, tu vas vendre, et tu vas vendre au rabais, et tu auras perdu 50 de ta life. C'est ça. En soi-disant rentier, je Exact. vais vivre à Bali, mais en fait, non, que dalle, quoi. Ouais, c'est Rien ça. du tout. Exact. Il y a une réalité. Ça, je me souviens d'avoir à l'époque des clients. Alors ça, je les connais. Ils m'ont vraiment esquinté la tête. Ouais, tu m'appelles quand tu as une affaire à 10%. Alors dans l'ancien, on trouve des belles rentas. Même si, bon, voilà, on représente l'agence immobilière, donc il y a une commission. Mais il y a toujours des configurations. On arrive à sortir des très belles affaires, même avec la commission. Et, et, et les mecs m'appelaient, je veux du 10%. Alors 10% aujourd'hui, c'est un chiffre qui est beau, mais il y a 10 ans, on sortait d'une période où il y avait énormément de biens à 10%. C'est-à-dire, il y a eu une phase dans les années, je ne vais pas être précis, mais entre 2002, 2003 et 2006, 2007, juste avant la crise, on avait des biens à 10%. On avait un immobilier qui montait en flèche, on avait des loyers qui augmentaient énormément d'une année à l'autre, encore plus dans l'immobilier commercial. Et c'était courant d'avoir du 10%. Ça existait vraiment. C'était courant sur ce loger. En plus, il y a moins d'informations. Donc c'était, en traînant dans les agences, on avait de l'info, on avait des choses. Et les gens qui sont restés bloqués là-dessus. Et en fait, ce que j'expliquais beaucoup aux gens, aux investisseurs, qui réfléchissaient que comme ça, mais qui n'avaient pas de culture optimisée de l'investissement. C'était des bons commerçants, des bons négociateurs. Ils avaient un peu de cash, ils avaient vendu des affaires, ils avaient de la capacité d'emprunt. Les banques étaient souples aussi, donc on faisait 100, 110%, c'était courant à l'époque, ça existait. Et en fait, je leur démontrais que la vraie économie, c'est d'acheter, d'acter du crédit, d'acter un effet de levier, d'acter un financement, et surtout que l'économie se faisait sur la fiscalité. On perd facilement 3, 4, 5 points sur un mauvais montage. Sur un mauvais montage. Un mec qui fait du revenu foncier avec dans les tranches les plus hautes d'imposition, quand tu prends 45%, je crois que la tranche haute elle est à 45%. Ça pique. Ça pique. Et il y a la CSG. La CSG CRDS, les 17,2. Ouais, c'est à 17,2. À l'époque, moi, c'était 12,2. Hein. À l'époque, on était à 12, de mémoire 12,2 ou 12,7, un truc comme ça. T'as pris 5 points dans la tête comme ça, juste parce que, voilà. Et j'ai une tendance à orienter beaucoup les investisseurs vers une fiscalité qui ressemble à celle de l'entreprise. Parce que on est connu en France pour avoir une grande volatilité fiscale et juridique et normée avec la loi que tu viens d'évoquer. Et il y a des lois qui existent dans la rénovation depuis presque 5 ans. Il y a la loi Elan, tout n'est pas encore appliqué vraiment. C'est très long et en plus le législateur, c'est le bras de fer entre les syndicats qui s'opposent à la vitesse d'exécution et de l'autre côté, il y a une loi qui existe et à laquelle on doit répondre et on doit rénover les bâtiments. La France, elle est connue pour ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup orienté vers DSCI à l'IS. Parce qu'en fait, la fiscalité DS, elle offre tous les avantages. Et si demain, il y a un changement, ça va éloigner les investisseurs, mais étrangers, en fait. Ça va écarter les investisseurs, une catégorie d'investisseurs très précieux pour le gouvernement, pour la France. Ils amènent une richesse de l'extérieur du pays. Et un petit réglage
qui va à l'encontre de l'entreprise, on le ressentirait dans une SCI LIS, et quelque part, c'est ça qui protège l'investisseur. Nous, ça fait 10 ans qu'on attend un changement, donc pas forcément positif pour l'immobilier meublé. Là, on en a parlé tout à l'heure. On a entendu, on a vu les premiers articles passer ce matin. Enfin, en tout cas, moi, je les ai vus ce matin passer. Toi, tu les as vus un petit peu avant. Mais c'est vrai que ça commence à bouger et ça va bouger. Il y a une anomalie complète. Oui, l'anomalie aujourd'hui, je l'ai vu moi, j'ai une cliente parisienne qui a divorcé, qui a cherché à se loger dans le Marais, à acheter dans le Marais, elle avait le budget pour acheter cash dans le Marais. On n'a pas trouvé quoi. Ah ouais, c'est-à-dire qu'on en a cherché pendant plusieurs mois, on n'a pas trouvé d'appartement à louer et à acheter. Ça, parce que louer, c'était soit du Airbnb, soit du meublé en courte durée par des institutionnels, même même du particulier, monsieur, madame, tout le monde, qui fait un appart dans le Marais, qui le loue à Airbnb à des touristes et qui en fait empêche des gens qui vivent à Paris de s'y loger. Et en fait, le marché, c'est à cause de ça que ça bouge en fait. Et c'est ce qui s'est passé à New York. Aujourd'hui, on rend un peu le marché à l'utilisateur. Ouais, à l'utilisateur. Finalement, on est là pour vivre dans un appartement plus que pour y faire un business, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, ceux qui achètent un studio de 14 mètres carrés, qui montent une SCI LIS avec une holding, je veux dire, il y a aussi parfois un non-sens, non-sens patrimonial, ou juste parce que ça fait cool d'avoir une holding. Bon, ces choses-là aussi, il faut les modérer. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant de toujours vouloir construire un truc, une usine à gaz, alors qu'on ne sait pas gérer un bilan, qu'on ne sait pas... C'est ça. Enfin bon, il y a toujours... faut être accompagné. Ou alors, il faut se faire accompagner, clairement. Ce que tu disais CGP, tout à l'heure, ton conseiller client, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça. Ok. En tout cas... Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la chance de pouvoir emprunter, c'est aujourd'hui, je pense que les courtiers ne s'en rendent pas suffisamment compte aujourd'hui, c'est qu'au bout de leurs mains, ils ont la capacité d'enrichissement ils ont la clé fantastique. Du levier. L'effet de levier de l'emprunt bancaire aujourd'hui, même à des taux 3, 4, 5%, je pense à mes parents, grands-parents qui empruntaient encore avant des taux plus élevés. En fait, on a toujours emprunté en France, on s'est toujours enrichi sur l'effet de levier de l'emprunt bancaire. Et en fait, la France, pour ça, on est privilégié par rapport à d'autres pays en Europe ou dans le monde qui n'ont pas les mêmes conditions que nous. Et aujourd'hui, on se rend compte que les patrimoines français se sont enrichis grâce à l'effet de levier de l'emprunt. C'est ça. Et de la dette, aujourd'hui, on peut emprunter 300 400 000 euros. C'est ouf. C'est vrai. Et on s'enrichit comme ça, on ne s'en rend pas compte. Et je pense que ceux qui regarderont ce podcast et qui ont fait la formation, qui démarrent dans l'activité, je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience aussi de l'impact dans la vie de l'impact qu'ils vont avoir par rapport à leur métier, et qu'ils apprennent en fait à faire prendre conscience de l'importance de lever de la dette. Exact. C'est vrai que la dette, elle a l'avantage de défiscaliser quand c'est de l'investissement. Ça permet de venir maintenir un déficit ou de maintenir une fiscalité basse, parce que ça va réduire la base imposable dans n'importe quel type d'investissement. Il y a aussi le côté où c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Moi, à l'époque, quand j'avais compris ça, j'avais été choqué. Je me souviens, toute la semaine avec mon associé, on se tapait la tête sur les murs. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, l'inflation, on sait que ça fait perdre de la valeur à la monnaie. Ça, c'est quand tu l'as sur le compte. Mais c'est pareil pour un crédit. C'est-à-dire que de la même manière que de l'argent va perdre de la valeur quand elle est en positif sur ton compte, quand c'est un crédit, donc que tu l'as à la négatif, ça fait perdre de la valeur au crédit. Donc quand tu as une inflation de 5% et que tu as 100 000 euros d'emprunt, c'est comme si la valeur de ton emprunt baissait de 5 000 euros. Et là, c'est dans le bon sens. Oui, puisque tu as emprunté à l'époque. Donc l'inflation corrige énormément la dette. Et d'ailleurs... C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils montent les taux aussi hauts et élevés. C'est parce que la dette de la France, elle est extrêmement importante. Et donc, ça corrige. Ça corrige. C'est des milliards d'euros qui se volatilisent sur une écriture de valeur. C'est ça, sur une valeur liée à la monnaie. C'est incroyable. Et ça, c'est des sujets, d'ailleurs, c'est marrant parce que la phrase que tu as dit, c'est des sujets qu'on évoquait déjà il y a 10-15 ans, en fait. C'est vieux comme le monde, comme mécanisme. Et je te rejoins pas mal sur c'est ça, le financement immobilier, c'est une clé de l'enrichissement qui est, et je l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit la fiscalité, mais le deuxième, c'est vrai que c'est le crédit. C'est les deux leviers importants. Celui qui gère sa fiscalité, qui gère son crédit correctement, c'est incroyable. Le truc, c'est que plus tu es endetté et que tu as un cash flow qui est pas... souvent, les cash flows sont à l'équilibre.
Moi, je conseille toujours de mettre un maximum d'apport ou de retarder les opérations, même si c'est un peu plus dur parfois. Mais le fait de mettre un peu d'apport et d'avoir un cash flow positif, ça fait qu'on peut s'endetter sans prendre trop de risques. Parce que voilà, un petit Covid sympathique avec 2-3 personnes un peu stressées dans les appartements, avec 3-4 impayés en même temps, ça fait tout de suite 800, 900 x2, x3 de crédit à payer sur le même mois. Faut avoir le cash, faut avoir un peu d'argent d'avance. C'est vrai que c'est pas si rose que... Ouais. Je te rejoins sur cette partie-là, sur ceux qu'on le cache. Et il y a quelque chose que moi j'aime faire aussi sur le métier, ce qu'on appelle le couplage. C'est que parfois, plutôt que d'injecter la liquidité dans le crédit, c'est de la placer. Bah oui, tu la places. Et souvent, les gens ont tendance à dire moi, je veux pas mettre mon apport dans l'IMO, mais je veux pas le placer. Voilà, tu as tout faux. Autant que tu mettes ton apport pour faire baisser, justement, pour rejoindre ce que tu dis et chercher le cash flow. Par contre, si effectivement tu places cet argent-là, c'est-à-dire qu'il existe toujours, il travaille, il crée de la valeur. Je sais pas, moi, tu places sur quelque chose qui génère un peu des dividendes ou qui capitalise parce que tu as un revenu suffisant à côté. En fait, c'est l'argent que tu crées qui va venir en fait en sus de ta mensualité de crédit. Exact. Et il fait tout le génie, il est là, de prendre la caisse à outils et de construire un peu le... C'est ça. Ça permet de désendetter, ça permet de construire une capacité d'emprunt futur d'ailleurs. Non, c'est vrai. Si tu dois donner des conseils du coup à un jeune vendeur, on va revenir un peu sur la vente. Un jeune vendeur qui démarre comme ça, c'est-à-dire que... Je pense qu'il faut prendre des portes. Faut manger des portes. Il faut pratiquer. C'est ce que je dis aux jeunes que j'ai en alternance aujourd'hui. Donne des cours pour la CCI, notamment à Strasbourg, là où j'ai fait mon... c'est parce que tu viens de Strasbourg. Mon bachelor, je leur dis profitez de cette année d'alternance pour vous casser les dents, entre guillemets, sur des dossiers, sur pratiquer. Et ce que j'ai souvent moi, vécu en tant que commercial, c'est quand on est commercial itinérant en région, en province, où on a sa voiture, son téléphone, et puis on se promène de client en client. Puis à 13h, on a le téléphone qui sonne, on entend le client, désolé, j'ai un imprévu, j'annule mon rendez-vous de 15h. Et le prochain rendez-vous, il est à 18h. Et donc en fait, il est 13h, jusqu'à 18h, il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de temps mort. Il y a un temps mort. Et ce que je leur dis, c'est ce qu'il faut développer là, c'est le mindset. C'est l'état d'esprit. C'est vous faites quoi de 13h à 18h qui peut vous faciliter la vie plus tard. Il y en a qui se disent moi je fais rien, je bois un petit café, je vais manger au resto parce qu'ils sont tout seuls, ils sont pas forcément bien, machin, ils sont un peu en stress, ils ont appris une mauvaise nouvelle le matin. Et ce que je leur dis ce jour-là, c'est vraiment de se faire violence et de se dire ok, là, 13-18h, je me rapproche du client d'après, je vais faire du tap-tap ou du phoning, j'essaie de bosser. Et c'est d'avoir cette niaque un peu de toujours aller chercher plus avec de la vente, se dépasser. Et ce que j'aime bien leur dire, c'est essayer de sortir par le haut. Comment vous pouvez sortir d'une situation, mais par le haut, en faisant quelque chose qui va vous faciliter la vie plus tard. Et moi, je me rends compte d'une chose. Il y a des choses qu'on peut mesurer et d'autres qu'on ne peut pas mesurer. C'est-à-dire que ce que j'ai pu mesurer, moi, c'est l'impact que j'avais laissé auprès de mes amis et de mes anciens clients à l'époque quand j'étais commercial, qui sont aujourd'hui devenus mes clients sur le cabinet. Et qu'on peut mesurer parce qu'on a vu ce qu'on a implémenté avec eux. Et ce qu'on ne peut pas mesurer, c'est l'impact, l'impression qu'on leur a laissé. Et l'impression, en fait, elle passe par les soft skills, par l'énergie qu'on a dégagée, par ce qu'on a voulu transmettre au moment où on l'a fait. Et ça, je pense que s'ils ont cette niaque un peu de toujours aller, en vouloir un peu plus, d'aller chercher cette 11e pompe, de se dépasser un peu sur l'instant, c'est ça qui va les faire progresser. C'est de travailler sur ça. Et c'est vrai que des moments, il y a des jours où on se lève, on a le téléphone qui est lourd. On a du mal à prendre le téléphone. Et souvent, les gens qui n'ont pas d'expérience, en fait, pensent que c'est qu'à eux que ça arrive, en fait. Mais non, en fait, c'est chez tout le monde pareil. On est tous pareils. Puis le jour où tu n'as pas envie, tu prends une fois, 2 fois, 3 fois non, tu dis punaise, je rentre chez moi, j'arrête, je vais faire autre chose, je vais faire un peu d'administratif. C'est comme avant d'avoir des enfants, on croit qu'on est fatigué. En fait, tu commences à faire les nuits, tu as compris que tu étais capable de te dépasser. C'est bon, tu as compris que ton corps, on n'est pas les premiers à être passés par là. Et puis après, ce que je pourrais leur donner aussi vraiment comme conseil, c'est en lien avec la formation. C'est que la formation, ça reste quand même un pilier. C'est important d'avoir la connaissance pour faire les choses correctement.
Donc pour moi, il y a la formation vraiment théorique, avec les outils de formation en e-learning, etc. qu'on peut avoir. Et il y a aussi la formation qu'eux vont aller chercher. C'est ça, ouais. Avec la presse spécialisée, avec les vidéos aujourd'hui. On s'est bien sélectionné ce qu'on voit sur les réseaux quand même. Mais c'est d'aller chercher de l'information un petit peu et pas se contenter un peu de ce qu'on a, ce qu'on nous donne tout fait un peu à l'école ou ce genre de choses. C'est d'aller vraiment chercher un peu en plus. Et on a la chance d'avoir en France un service qui nous permet de se former indépendamment de la formation qu'on peut avoir. Et ça, c'est chouette. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'avec le CPF, les OPCO, on a les AGFIS aussi, on a beaucoup de financeurs publics. Ça, c'est un vrai outil de pouvoir bénéficier de ça. Ça enlève l'excuse de j'ai pas d'argent, je peux pas me payer une formation. Si, regarde, sur ton CPF, il y a autant, fais cette formation-là et peut-être que ça va changer ta vie. C'est clair, c'est clair. Moi, je vois, on a des entreprises à l'étranger et quand on recrute des jeunes là-bas, ils sont pas formés dans les universités classiques. Ils se forment sur Internet. Ils payent des formations en carte bleue, ils vont aller chercher une formation en marketing, ils vont se former eux-mêmes en fait. Et ça crée des mindsets incroyables. Et j'ai un pote qui m'a dit, on parle de mecs qui ont 16, 17 ans. Hein. C'était il y a quelques années, j'avais une galère j'arrivais pas à créer j'avais une technicité sur les sites internet que je devais développer. Et il me dit, j'ai une idée et tout, je suis dans un groupe avec des Indiens, il est ingénieur, il est développeur. Et il me dit, ils font des concours, ils essaient de reproduire des sites connus en quelques jours. Et le premier qui finit avec le résultat. Les mecs qui nous sortent des sites, les mecs ils ont mis 15 ans à le développer, à arriver à un résultat final. Ils font un travail incroyable. Les mecs ils ont 16 ans, ils sont dans leur chambre avec l'ordinateur. Et puis en plus c'est pas ça, ils n'ont pas le même matériel qu'on a ici en France. C'est des génies. Et en fait c'est un mindset. Et c'est vrai que c'est encore une fois, c'est en misant sur soi-même, c'est que les mecs se dépassent. Peu importe l'âge, peu importe, il n'y a pas d'heure pour se réveiller. Et pour faire la transition, alors tu as parlé de littérature, toi dans la littérature, il y a quoi des choses, tu t'es abonné à la presse, la littérature, les échos, moi je suis quelqu'un qui aime pas trop lire de livres. Par contre, ce que j'aime lire, c'est les articles de presse, donc presse spécialisée, notamment orientée business. Et ce que j'ai toujours aimé, c'était un peu le côté industrie, entreprise, l'entrepreneuriat dans son ensemble en fait. Et donc je suis abonné un peu à tout ce qu'on peut connaître, Capital, BFM Business, les plus gros trucs. Après Investir, Investing, un peu toutes les plateformes d'information, Boursorama. Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu as beaucoup d'informations. Quand tu fais attention à la veille qu'il y a dans tous ces échos, là, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, on passe un temps fou sur le téléphone, dans les transports, aux toilettes, peu importe où on passe un temps fou. Quand on est abonné à des choses qui sont utiles, en fait, ce temps, il devient utile. C'est ça, exact. Et du coup, tu rentabilises le temps de scroller. Alors, moi, je sais que je suis un peu accro au téléphone, toujours entre sous la main, comme tout le monde. Mais par contre, ce que je sais, c'est que quand je passe du temps à scroller, il y a peut-être 60-70% de ce que je vois qui me sert dans mon métier. Une information, un texte, un témoignage, une vidéo, une intervention, une expérience de quelqu'un, une publication. Et donc, en fait, c'est pas du temps qui est perdu, c'est du temps qui permet de se détendre, mais où on apprend quand même des choses inconsciemment. Et le cerveau, il enregistre. Exact. Et toi, aujourd'hui, tu travailles avec un courtier ? Ouais. C'est intéressant parce que du coup, comment ça se passe la relation ? Comment tu l'as rencontré ce courtier ? Alors j'en ai eu plusieurs, des courtiers. J'avais d'abord un courtier dans l'Est, à Strasbourg, parce que j'ai fait mes premiers clients à Strasbourg. Voilà. Et après, quand j'ai déménagé à Paris, j'en ai cherché un deuxième. Et après, quand il y a eu la période où les crédits étaient plus durs à obtenir, certains courtiers n'avaient pas les bonnes conventions ou ne connaissaient pas les bonnes personnes. Donc j'ai dû encore changer. Donc là, et en fait, on se rend compte que dans le monde du courtage, c'est comme partout, il y a des bons, il y a les très bons et il y a les experts. Et l'idée, moi je conseille vraiment, c'est d'aller chercher ceux qui connaissent, qui ont le réseau. Et c'est pour ça les jeunes qui démarrent, faut aller chercher ce réseau-là. Faut vraiment... c'est super important. Comment tu as trouvé à Strasbourg? Comment tu avais trouvé le courtier? Le premier courtier, c'était un courtier qui était dans le réseau dans lequel j'étais. Donc qui était déjà en fait assis à côté de moi à table,
Il faisait vraiment partie du réseau? Non, Ou il était indépendant? courtier chez Merto. Ok. Et il faisait en même temps à côté, Ok. il vendait un petit peu à côté. Et après, en fait, à Paris, quand je suis arrivé à Paris, je cherchais un peu. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'intuition, au feeling, et en fait, un peu par hasard, je vais dans des clubs d'affaires, bouche à oreille, Ouais. Rocco, est-ce que tu connais un bon courtier sur Paris? Ouais, ouais, attends, tiens, je vais te donner un nom. Et, euh, Ok. et du coup, c'est comme ça que je suis tombé Le premier de Paris. sur Arnaud, Ouais. que tu as vu, Florence, que tu as vu hier Mhm. aussi. Voilà. Ok. Donc finalement, c'est du réseau. Ouais, que du réseau. Et la personne que tu as trouvée sur Internet? Non. Non, c'est vraiment du réseau. Ouais. C'est intéressant parce que... J'ai pas tapé courtier. Non, parce C'est que ça. tu sais pas en fait. Et Enfin, lui, t'as beau ouais, avoir c'est les ça. avis Google, t'as beau avoir les trucs, tu sais pas, tu Mhm. connais pas la personne. Et moi, je préfère qu'on me dise, lui, moi je l'ai testé, j'ai travaillé ça. avec, je sais ce qu'il fait. La reco. Ouais. C'est ça. On en revient au fait que quand tu fais bien ton boulot et que le jour il y a quelqu'un qui pose la question, on est recommandé et ça fait partie du réseau. Mhm. Euh, tu m'avais dit que donc, toi, tu avais démarré sur l'entourage. Mhm. Tu as des leads grâce à tes 50 apporteurs d'affaires. Comment tu les as eu, ces apporteurs d'affaires? Comment tu les as prospectés? Comment tu as créé ce réseau? Et je pense que c'est avant tout les soft skills, c'est l'état d'être. En fait, il Ouais. faut qu'ils aient envie de te recommander. Ok. Ce que j'explique aux Tu as études. vraiment fait un travail sur des ambassadeurs, en fait, sur Ouais. des clients que tu en as fait un ambassadeur. Sans avantage? Demain, un apporteur d'affaires, il est content de dire, mais attends, moi je le connais, il va t'aider. Exact, oui, bien sûr. En fait, c'est ça, c'est qu'il prend plaisir à. Sans contrepartie de ton côté. Si, parfois je Parfois, il y a une donne contrepartie. une contrepartie Ouais. financière, ouais. Ouais. Ouais, quasiment tout le temps même d'ailleurs. Ouais. Mais parce que j'estime que c'est important, dans le sens où nous, on gagne notre vie, Bien sûr, ouais. et lui, si on peut lui faire un Gérer le retour, contact, c'est ça, ouais, bien sûr. et ça lui donne envie d'aller plus en fait. C'est ça. Au départ, c'était même un. Bon, ceux qui montent ça sous un format de business model, j'y crois un peu moins. Ouais, faut que ce soit accessoire dans la relation, pas automatique. C'est vraiment du bonus en fait, c'est pour faire Ouais. plaisir. J'ai tendance moi à offrir des cartes cadeaux C'est ça, ouais. ou par exemple dans l'IMO un iPad, une tablette, un iPhone, enfin ça dépend un peu du typologie du produit qu'on vend, mais ça peut tout à fait être ces choses-là. Et donc après, en fait, c'est le plaisir de pouvoir se dire et en fait, il va aider son ami. Ouais. C'est ça qui est important. T'as pas de lead, au passage, t'as pas de lead, tu prospectes plus. Je prospecte, mais comme ça, quand je sors, quoi. Ouais, c'est ça. Quand je suis dans un club d'affaires, quand je vais à un anniversaire. Ouais, tu fais du réseautage. Ouais, c'est que du réseau. Aujourd'hui, je prends pas mon téléphone, je prends plus mon téléphone. Bonjour. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu le prends plus parce que justement, t'as pas 10 ans d'expérience en fait, hein, mais les 4-5 années passées en fait t'ont permis de créer ce réseau. Et chaque nouveau client devient un nouvel apporteur d'affaires si tu fais correctement ton job. C'est ça. Parce que il va être acheteur. Forcément, si tu achètes, c'est que tu es content, donc tu as envie d'en parler. Ouais. Et qui aujourd'hui n'est pas... Alors en France, c'est toujours compliqué de parler un peu d'argent, mais qui n'est pas envie de dire j'ai fait une bonne opération, tiens, regarde, tu peux peut-être faire la même ou une autre, mais adaptée à toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc c'est ce plaisir-là de pouvoir se dire, voilà, je le recommande lui, moi il m'a aidé à faire ça, regarde peut-être pour toi, quoi. Toi aujourd'hui, tu es complètement autonome? C'est-à-dire que tu as une équipe ou pas? Non. Non, tu es tout seul? Je cherche à recruter d'ailleurs. Ok, voilà. Un appel à recrutement. Voilà. Commercial. Officiel. Ta journée, donc, du coup, comment dire, est-ce que tu considères aujourd'hui que cette autonomie, donc le fait d'avoir des apporteurs, parce qu'au début on est forcément soumis à la prospection, ça ne tombe pas du ciel, ça n'existe pas quelqu'un qui a du téléphone qui sonne toute la journée sans en tout cas pas aujourd'hui. Dans le aujourd'hui marché qu'on vit aujourd'hui. Il y a une compétition, il y a tout le monde essaie d'être très bon, c'est ça. Donc ta journée éthique finalement, comment tu gagnes si tu es tout seul? Est-ce que cette indépendance, c'est ça, est-ce que cette indépendance que tu as aujourd'hui de par ta prospection qui t'amène par inertie une satisfaction dans ton travail, est-ce qu'aujourd'hui tu considères qu'elle t'a amené une liberté? Ouais. Et du coup la question de la journée type, Ouais, une liberté de fou. Alors, je distingue mes journées de manière, c'est-à-dire la journée que j'avais avant quand j'étais dans le réseau, qui était quand même bridée, entre guillemets, par le contexte du réseau qui à mon sens, maintenant avec le recul, m'a bloqué dans le développement parce que je ne pouvais pas faire tout ce que j'avais envie comme si c'était ma structure. Mais pour revenir à aujourd'hui, la journée type, en fait, aucune journée se ressemble.
Mhm. Et je travaille avec un planning à 3 semaines, 3 semaines, un mois. C'est-à-dire Ouais. que aucune journée se ressemble parce qu'il y a tellement de thématiques à traiter, tellement de thématiques à gérer entre la sélection des fonds, la recherche de biens immo, la prospection, le réseautage, l'administratif, la famille, les rendez-vous clients, les rendez-vous partenaires, Mhm. les déplacements, les petits salons que je fais à côté. En fait, chaque jour est différent, mais il y a plusieurs thématiques globales qui se retrouvent. Et en fait, le commerce prend peut-être 60-70% de Ça, mon agenda. c'est la clé, ouais. Ouais, le commerce, juste aller prendre un café avec un ami, un apporteur d'affaires, quelqu'un avec qui je m'entends bien, juste Mhm. pour passer un bon moment, pour déjeuner ensemble. Tous mes déjeuners, je crois que je ne mange pas seul chez moi. Plus de Ah ouais, ouais, j'ai compris. 1 ou 2 fois par mois, je ne mange pas chez moi, quoi. À Ok. midi, même le soir, des fois, si je peux, je mange dehors. Ouais. Bon, moins maintenant, parce que ma compagne et mon fils, on a ce moment en famille quand même le soir qui est important, mais à midi, je, je suis Ouais. toujours dehors à Mhm. déjeuner, soit avec un partenaire, soit un ami, un client. Je m'arrange toujours, en fait, finalement, pour créer une opportunité business sur un déjeuner, ou alors rien du tout, mais juste de passer un bon moment et de pouvoir générer Ouais, c'est ça, un contact, quoi. un contact. Ouais. Encore, Voilà. ouais, Et quand tu dis que le réseau t'a bridé au démarrage, est-ce que, parce que d'un côté on dit ça, de l'autre c'est vrai que je pense que pour beaucoup, parce que toi t'as vraiment l'esprit d'entrepreneur, t'as pas peur de te jeter à l'eau, d'être complètement dépendant des revenus, enfin du quotidien, dans tes revenus quoi. Mhm. Euh, et t'as toute la charge de l'entrepreneuriat quoi. C'est-à-dire qu'il y a le côté bling bling, il y a le côté La indépendant, réalité, quoi. ouais, il est entrepreneur, c'est facile, et il y a le côté la nuit tu dors pas quoi. Ouais. Euh, on dort mieux quand on est dans un réseau, qu'on est entouré et que les galères, c'est le C'est collègue les du autres réseau qui qui les le gèrent. gère. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que tu penses pas aussi que ce réseau-là, il était quand même nécessaire au démarrage, Oui. peut-être? C'est Si, ça? si, au démarrage, ouais. C'est Je ça. pense que tout seul, j'aurais pas pu. C'est compliqué, ouais. Ouais. Mhm. Parce que, en fait, tu as toujours une question, quelque chose que tu n'as jamais vu pour la première fois. Et l'avantage du réseau, c'est que tu as quelqu'un Quelqu'un qui est là d'affût, ouais. pour transmettre l'info. Ouais. Ouais, c'est ça. Mhm. Le défaut qu'il y a eu, en fait, dans le réseau que j'ai quitté, c'est que c'est parti. La personne qui gérait le réseau est partie complètement. En live. Ouais. Ok. Elle fait des choix qui étaient, en tout cas, pas ceux que moi j'avais envie d'avoir. Ouais, Et en tout cas, qui ne s'engageaient pas dans une vision long terme pour moi et pour mes clients. ouais, Et c'est pour ça que je suis parti. j'ai compris. Ouais, ok. Euh, Ok, super. Moi, j'ai bien fait le tour de. Je sais pas si on a oublié des choses. Non, je pense Non. que. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses que tu peux Bah, peut-être amener? pour amener sur la partie, sur la partie courtage, en tout cas aux jeunes qui se lancent, c'est de ne pas hésiter à contacter les CGP. Bah ouais, du coup, parce que là, ce que je vois, c'est que toi, tu as été Euh, proactif dans ta démarche, mm, c'est-à-dire que personne n'est venu te voir. Ça démontre quand même qu'il y a un moment, en plus, c'est facile à trouver, quoi. La liste des CGP, j'imagine qu'elle est publique, j'imagine qu'on peut la récupérer quelque part. Enfin, en fouillant, on a la liste. Ouais, puis sur Google, Ouais, c'est ça. à proximité, sur On Google peut. Maps, Exact, ouais. tu les trouves. Et puis, il y a beaucoup de CGP qui attendent, en fait, qui font une vente IMO et ils Ouais. disent au client, bah voilà, maintenant vous allez chercher un financement. Donc le client, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va voir sa banque. Ouais, ouais. Et à combien de ventes qui pètent parce que le client lui dit non mais Ah attendez, ouais. le CGP Bah ouais, vous a c'est ça. vendu un truc pourri, regardez le truc chez moi, il est mieux. Ouais. Et bah comme il y a écrit banque en gros Mhm. sur la devanture, il fait peut-être plus confiance au banquier Mhm. qu'au CGP. Et du coup souvent qu'au CGP, souvent les courtiers oublient le rôle essentiel qu'ils jouent dans la vente du CGP. Ouais, En c'est tout la cas clé. dans la sécurisation de la vente d'animaux auprès d'un CGP, c'est que le CGP il est en confiance, il dit bah voilà, maintenant on a signé le contrat de réservation, allez-y, vous allez appeler monsieur Untel qui est courtier, il va vous sortir le financement. Mhm. Et tu sais que bah, un, il va pas piquer le client, deux, il va pas être frustré si tu lui dis non, écoutez, nous on veut pas telle carte, on veut pas ouvrir tel compte, Mhm. les parts sociales on n'en veut pas parce que l'assurance vie ou le placement on va le faire avec le CGP à côté. Ah, vous avez un CGP, donc le banquier, ce qu'il fait, bah, je rajoute 1% sur l'emprunt. Et l'avantage, en fait, elle est là et il y a une vraie plus-value pour un cabinet en Ouais. gestion de patrimoine d'avoir un bon courtier. Moi, je réfléchissais même à une époque à racheter un cabinet de courtage pour mes propres clients, quoi. Ok. Donc, Ouais, c'est tellement un t'as. rôle essentiel.
Ouais, c'est ça, c'est hyper important. Mm. Et qu'est-ce que tu attendrais qu'est-ce que tu attends, parce que tu travailles avec des courtiers, c'est quoi pour toi un bon courtier? Qu'est-ce que Prise en t'attends? charge complète. Un mail, bonjour X, voici voici le contrat de réservation, merci de sortir le meilleur crédit possible. Ok, Voilà. c'est ça. Il faut que je puisse faire 100% confiance et que le truc il sorte dans les 3 mois, quoi. C'est ça. Donc finalement, Qu'on ait tu les fasses ça. offres rapidement, que ce soit propre. Et puis il doit te représenter aussi. C'est-à-dire Voilà. que quelque part, d'emmener vers un courtier un peu bancal, ou qui fait pas le suivi client, avec un client qui t'appelle, j'ai pas de nouvelles, c'est horrible. Ouais. Ça m'est arrivé, moi, sur un dossier, c'était quand ça commençait à devenir compliqué, le courtier avec qui je travaillais, il avait perdu les partenariats à la convention bancaire. Ouais. Et donc, il jouait de la flûte pour le temps d'essayer d'en retrouver des nouvelles. Et donc, il nous faisait attendre. Bon, j'avais confiance en lui parce qu'il m'avait quand même sorti quelques opérations avant, donc je le laissais faire. Et en fait, au bout d'un moment, bah, je me suis rendu compte que compliqué. Donc, le client, le promoteur, il me dit, attendez, le lot là, vous n'avez pas le crédit, ça fait 3 mois que vous l'avez. Maintenant, si dans les 2 semaines qui suivent, vous n'avez pas une offre, on le récupère, quoi. Ouais. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas chercher un autre courtier, tu appelles un tel, tiens, t'as pas un bon courtier, un confrère, est-ce que tu as un courtier en crédit qui peut m'aider? Et c'est comme ça que j'en ai rencontré un super qui m'a sauvé 2 dossiers. On a acté le 29 et le 30 décembre 2022 pour être sûr d'avoir encore les défiscalisations sur les pourcentages d'avant. Et s'il n'avait pas été là, ce courtier-là, je perdais 2 affaires. Ah, c'est ouf, ouais. Comme quoi il est essentiel. Ouais. Donc ce que je voudrais leur passer comme message, c'est qu'ils aient conscience du pouvoir qu'ils ont, à la fois d'apporter à un client qui achète sa résidence principale ou même un investisseur locatif qui vient les voir comme ça, du pouvoir qu'ils ont entre guillemets dans les mains. Et même si aujourd'hui c'est dur de faire un crédit parce que les banques elles sont un peu sélectives, le marché il est cyclique. Donc à un moment donné ça va revenir et il faut juste qu'ils soient prêts ce jour-là, qu'ils aient le réseau construit, qu'ils profitent peut-être de cette période un peu d'alcalmie pour aller faire des rencontres d'affaires, pour aller créer du business, pour aller chercher un apporteur d'affaires, de la recommandation, pour que le jour où le marché y revient, ils soient prêts et qu'ils prennent des dossiers, 10, 15, 20 dossiers par semaine, parce qu'ils sont référencés, parce qu'on a confiance en eux, et parce que le marché est de nouveau propice à l'emprunt bancaire. L'importance en fait que ils ont un métier pépite dans les mains, quoi. Ouais, j'ai compris. Ok, bah c'est un très bel appel au démarchage et à la création de réseau en tout cas. Ok, bah pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Et bah écoute, je pense qu'on a rempli parfaitement la mission, c'est-à-dire que vraiment c'était intéressant d'avoir ton approche. Merci. Les CGP en plus, c'est pas une profession qui est connue en fait. La majorité de la population n'a jamais eu à faire un CGP. L'image que tu as en plus du CGP, c'est les CGP que tu as en banque. Donc, ils sont CGP, mais sans bancaire. Bancaire, voilà, c'est ça. Ils sont bridés avec les produits. Il y en a des très bons. Hein. Non, il y en a qui sont des très bons, il faut le dire. Il y en a qui sont bons. Mais c'est pas dans toutes les banques, et c'est pas dans. Des fois, c'est souvent des conseillers particuliers qui ont évolué. Et il y a parfois un manque, de compétences. Et un manque d'indépendance. C'est ça, ouais. Ils n'ont pas le choix du produit, en fait. C'est ça, ils n'ont pas le choix du produit. Donc je pense que ça a permis de faire découvrir un petit peu la profession, de montrer qu'il y avait un vrai besoin, que tu as un vrai besoin de travailler avec des courtiers. Tu ne travailles pas avec d'autres types d'assurances, tu fais pas d'autres restructurations d'assurance particulières? Si, il faudrait. J'ai plein de courtiers justement qui m'appellent en disant envoie-moi ton fichier, je vais te renégocier toutes tes assurances de prêt. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Je le fais pas parce que j'ai pas le temps. Ouais. Mais j'avoue que si j'avais peut-être un courtier en qui j'avais vraiment confiance pour envoyer full mon fichier, en gros, renégocier tous les sous le frais. En fait, aujourd'hui, j'ai pas le temps de le faire, mais je pense qu'il y a un marché à prendre là-dessus aujourd'hui. Je crois qu'il y a une histoire de la donnée, il faut faire gaffe avec la RGPD, et tout ça, il faut faire gaffe avec le fichier. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un travail énorme sur les assurances. Ouais. Ok. Et bah, écoute, je te remercie, Guillaume, pour cette présentation. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres. Hein. Écoute, avec grand plaisir. Et vu ce que ça fait en quelques années, c'est possible qu'on se revoit dans 2-3 ans sur d'autres thématiques. Avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, merci pour l'écoute. Et puis, je vous souhaite une bonne formation.